Aujourd'hui, je vais rencontrer Gauthier. Ça fait 12 ans qu'il vit au Vietnam et après 1001 aventures, il a enfin trouvé son activité qui lui permet de continuer à vivre ici au Vietnam. Et dans cette interview, il nous partage son expérience. Salut Gauthier, merci de m'accueillir, de me donner ton temps pour partager ton expérience ici au Vietnam. Et sans plus attendre, commençons par le commencement, les présentations. Salut Monsieur Puss. Salut. Moi c'est Gauthier Marel, donc le frère d'Arnaud que tu as rencontré il y a quelques temps. C'est ça, donc il y a l'interview sur YouTube. C'est ça, tu as déjà fait son interview, donc on n'en parle pas. Voilà. on passe à autre chose. Donc moi j'ai 36 ans. D'accord. Je suis originaire de Lyon, j'ai grandi à Lyon. Ok. Et je vis à Hue au Vietnam depuis un tiers de ma vie, 12 ans. 12 ans, rien que ça. Exactement. Rien que ça. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ça continue en permanence. Donc tu es originaire de Lyon. Exactement. Peux nous parler un peu de ton parcours en France avant de venir au Vietnam? Bon, bah, en France, normal, j'ai grandi, j'ai fait des études. D'accord. Sauf que non, j'ai quand même une petite particularité. C'est qu'à 18 ans, j'ai dit à ma mère, je vais partir faire le tour du monde. D'accord. Ma mère, elle m'a regardé à ce moment-là. Elle m'a fait, oui, pourquoi pas. Mais, et je lui ai dit, je vais partir faire le tour du monde pour aller vivre à l'étranger, travailler à l'étranger. Donc elle me dit, oui, pourquoi pas, mais du haut de tes 18 ans, là, t'as pas d'études, t'as rien, t'as pas de connaissances. Tu vas apporter quoi là-bas? Elle m'a dit, pour moi, il n'y a pas de problème que tu partes comme ça à l'aventure ou quoi que ce soit, mais j'aimerais que tu fasses des études. D'accord. Donc on a réfléchi ensemble, en fait, à quelles études pourraient être adaptées pour aller travailler et vivre à l'étranger. Ok. Et donc là, on est comme d'accord, et puis parce que ça me plaisait aussi, j'ai fait des études d'agronomie. Ok. Donc c'est tout ce que agriculture, développement durable, protection de l'environnement, et donc j'ai fait mes 5 ans d'études pour avoir mon diplôme d'ingénieur. Ok. Et après ça, j'ai fini mes études, j'ai fini mon stage de fin d'études, et là je me suis dit, bon, bah, il est quand même temps de partir. J'ai remis en avant mon projet, puis il était temps de partir. Donc j'ai trouvé un petit boulot. Ok. Tout d'abord, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait du travail à la chaîne. Je mettais des panneaux comme ça sur une chaîne de peinture et je faisais ça toute la journée, j'ai fait ça pendant un mois. Ok. Et puis après, j'ai trouvé un boulot à la poste, je livrais les colis au moment de Noël. D'accord. Donc comme ça, j'ai eu mon diplôme en octobre. Et au mois de mars de l'année suivante, donc un mois avant mes 24 ans, mon sac à dos était prêt. J'étais sur le bas de ma porte et l'avion m'attendait. Ok, donc tu finis tes études et à peine terminé, tu fais des petits boulots pour économiser un petit pécule et pour partir directement. Ouais, c'est ça. Et tu choisis l'Asie. Voilà. J'avais toujours eu un attrait pour l'Asie du Sud-Est. D'accord. Donc quand je faisais justement cet emploi aussi, je travaillais pas à temps plein, j'avais du temps pour la journée, donc j'en ai profité pour chercher comment aller en Asie. Parce qu'à 24 ans, tu fais pas faire le grand saut comme ça quand tu n'as jamais voyagé. Un pays que tu connais pas, une culture différente. Je parlais anglais, mais sans plus. Enfin, j'avais fait un semestre d'Erasmus en Suède, donc ça va, je me débrouille en anglais, mais bon, j'avais parti tout seul. Partir sans sans possibilité de retour, parce que c'était un grand voyage. Donc, je me suis dit, plutôt que de faire le grand saut d'un coup et de dire, paf, je mets les 2 pieds dedans, j'ai cherché une ONG, où justement, je pouvais valoriser mes études, me faire une expérience professionnelle, en même temps, avoir un cadre pour m'accueillir. D'accord. Donc, j'ai cherché comme ça pas mal d'ONG. Je me suis rendu compte en même temps plus que le milieu des ONG quand même en Asie c'était particulier. C'est-à-dire? Tu as beaucoup d'ONG en fait qui vont te demander, pour aller faire du volontariat, même si tu as des études, 800, 900 € par mois. Et je comprenais pas. Ok. Donc, mais ça m'agaçait, du coup je refusais illico presso, mais j'ai trouvé une ONG qui elle, au Cambodge, Sustainable Cambodia, qui me donnait mon visa, un hébergement à 1 $ par jour, avec la cuisine et autres. Et qui me faisait le visa gratuitement pendant 1 an. Génial. Et j'avais rien à payer. Donc pour moi c'était, voilà, je comprenais que je paye mon hébergement, voilà, ça y a pas de problème, mais j'avais pas payé 200 € quand tu peux vivre avec 200 € dans le pays. Et donc ça, j'ai dit, allez on y va. Donc eux, ce qu'ils faisaient, c'était, ils faisaient des projets d'éducation pour les enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays qui est comme ça à l'époque en voie de développement, quand tu fais de l'éducation, les enfants, généralement, ils travaillent dans les fermes. Donc pour que les parents acceptent d'envoyer les enfants, il fallait pouvoir subvenir à leurs besoins. Et pour ça, ils avaient des projets agricoles, des projets d'élevage d'animaux, de jardin potager, des choses comme ça, qui moi m'allaient bien par rapport à mes études. Et donc je suis parti comme ça avec le projet de faire
faire 8 mois de 8 à 8 mois, au moins 8 mois de volontariat. Ok. J'ai voyagé après avec des volontaires. J'ai fait tout le Cambodge, quasiment une grande partie. J'ai fait, donc là, on prenait des bus, on allait se balader au Cambodge, dans la jungle, un peu de partout. J'ai fait la Birmanie. Parce qu'à l'époque, j'étais là à l'époque où la présidente Aung San Suu Kyi, la Birmanie s'est ouverte pendant quelques années. Ouais. Donc j'ai pu faire la Birmanie. Génial. Une superbe expérience. Vraiment sympa, j'ai adoré la Birmanie, sauf que c'était... je me suis même dit que je pourrais m'installer en Birmanie. Ah, mais t'avais aussi eu un coup de cœur, quoi. j'ai eu un coup de cœur, mais le problème de la Birmanie, c'est comme ça venait de s'ouvrir. Trop instable. Trop instable, c'est ça? Non, c'est pas... Oui, trop instable et c'était trop compliqué de s'installer. On pouvait pas savoir. Ah, d'accord. Voilà, il n'y avait pas ouais. d'opportunité ou quoi que ce soit, où il fallait des fonds, des choses comme ça, tu pouvais pas arriver comme ça et trouver du boulot. Donc après, bon, j'ai laissé tomber, je suis revenu au Cambodge, j'ai cherché du travail au Cambodge. J'ai trouvé quelques interviews, des choses comme ça. Et là, à ce moment-là, j'ai un ami de l'université avec qui j'avais fait mes études qui m'appelle, qui me fait « Ah, Gauthier, je sais que tu es en Asie. » Moi, j'ai prévu de faire un voyage en Asie, et puis je me suis dit, on pourrait se retrouver, on pourrait voyager ensemble. Donc j'ai fait « D'accord, pas de problème, on peut aller voyager. » Par contre, d'abord, viens au Cambodge, parce que je suis au Cambodge, je te ferai découvrir le Cambodge, comme ça, ma vie ici. Et puis lui, il voulait faire le Vietnam. Pas de souci, on fait le Vietnam. Donc là, il vient au Cambodge. On atterrit à Phnom Penh, je lui fais découvrir Phnom Penh que j'aimais bien. On va sur la côte pour faire quelques jours de plage et de repos. Et puis après, en route, on fait le visa pour le Vietnam. Lui, il fait son visa de 1 mois. Moi, je suis backpacker. Donc moi, j'estime que quand je voyage, quand on est backpacker et qu'on a le temps et qu'on n'a pas de deadline, et qu'on va dans un pays et qu'on veut économiser de l'argent, on fait le visa le plus long possible par rapport au prix. Pour avoir le meilleur prix, temps de séjour, coût du visa. Donc moi, j'ai pris le visa de 3 mois. Ok. Voilà. Et donc, comme ça, on part au Vietnam. Sauf que moi, j'avais beaucoup voyagé déjà au Cambodge. J'avais voyagé en Birmanie. En Birmanie, je voyageais en bus, pareil au Cambodge. Puis quand tu voyages en bus, tu vois la route passer, tu vois les paysages défiler. Et tu te dis, tiens, ici, là, tiens, c'est quoi ça? C'est quoi ce temple? Allez, je vais aller jeter un coup d'œil quand je reviendrai. Ouais, quand je reviendrai, mais tu reviens pas en fait. Finalement, tu reviens pas. Ouais. Donc, tu fais un voyage d'un point A à un point B. Et finalement, tout ce que tu as vu entre les deux, tu t'arrêtes pas. Et je me suis dit, c'est quand même bête de prendre le temps de voyager pour aller découvrir des pays, des cultures et échanger. Et finalement, de se dire, tu rates tout ce qu'il y a entre les deux étapes. Donc, je me suis dit, le Vietnam, allez, j'ai 3 mois. Je vais faire du sud au nord en stop. Vu que je voyageais avec mon ami, je lui ai dit, quand même, je vais être sympa, on va voyager un peu ensemble. Donc, on a pris le tuk-tuk, tu sais, les petites motos avec la petite carriole derrière. On a fait ça pour aller du Cambodge jusqu'à la frontière vietnamienne. Donc, ma première arrivée au Vietnam, c'était sur la ville de Hatien, près de Phu Quoc, ville en bord de côte. En tuk-tuk, on a traversé à pied en plein cagnard, on est arrivé. Et là, il n'y avait personne pour nous emmener dans la ville parce que c'était à 3 km de la ville, on a dû galérer un peu. Puis là, on arrive là-bas, voilà. Et ma première impression du Vietnam, ce jour-là, le soir, on avait trouvé un hôtel et on se baladait dans la ville tranquillement à pied. Toutes les portes des maisons ouvertes. Donc tu te baladais comme ça, là tu te promènes comme ça, et là, juste là, tu étais à 1 mètre de la porte, tu avais la porte, le salon, et les gens. Et des gens qui mangeaient. Allez, viens, venez boire un verre, venez manger avec nous. Première soirée au Vietnam, on s'était invités à manger dans une maison comme ça, de gens qu'on ne connaissait pas. Tu les as trouvés hyper social, c'est ça? Donc la première journée au Vietnam, finalement, on était déjà invités à partager avec eux. Génial. Et comme ça, après, nous on a fait moi j'avais dit à mon ami, on fait le Mekong tranquillement en 1 semaine parce que lui, il avait pas de temps, il voulait faire tout le Vietnam. Donc on a fait le Mekong, on est remonté par Cho Doc, on est descendu sur Can Tho. Pareil, et là, Can Tho, j'ai rencontré finalement, par hasard, le frère du directeur de l'université d'agriculture qui m'a dit, ah mais t'es ingénieur agronome, t'as fait 5 ans d'études, t'es ingénieur, et tu cherches un boulot? Mais viens, je te présente mon frère demain, et puis il va te trouver un boulot, tu vas voir ce qu'il peut se faire. Et là je lui fais, non, attends. Bon, pour l'instant, j'ai mon visa de 3 mois. J'ai prévu de venir pour faire du stop au Vietnam. Mon projet, c'est de faire le Vietnam du sud au nord en stop. C'est pas le moment de se poser. Parce que avant de m'installer au Vietnam, j'avais des projets d'emploi aussi, des quelques pistes au Cambodge. J'aurais dit, avant de me dire, on va s'installer ici, mon but, c'est de faire mes 3 mois et de revenir au Cambodge, reprendre mes recherches. Je vais quand même voyager. Donc, je vous dis, je garde le contact et puis je voyage. Et puis, comme ça, après, donc, on part à Ho Chi Minh. Et là, Ho Chi Minh, je découvre la ville en couchsurfing. Ok. Au moment de Noël. Ça existait déjà, Couchsurfing? Oui, ça existait, donc on restait comme ça. Première expérience à Ho Chi Minh. On arrive en bus depuis Can Tho. On était avec mon ami, on avait un gros sac à dos dans le dos, notre petit sac à dos devant, donc deux mecs de 80 et 90 kilos, 2 sacs à dos de 15 kilos chacun, un petit sac à dos.
On arrive à la gare de bus et là, on cherche une moto pour aller à notre coach surfing. Le mec, on nous fait signe, on négocie le prix. Je sais plus combien c'était à l'époque. En fait, c'était pour une moto. On était à 3 sur la moto. Avec 2 sacs à dos Donc, chacun. Avec un gros sac à dos, 2 gros sacs à dos. Moi, il y avait mon ami au milieu, moi j'étais assis derrière, j'avais les fesses dans les airs comme ça, on se tenait. Je te jure, ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie parce que les feux rouges, j'y connaissais pas. Parce que le problème, c'est qu'une fois déjà, il a eu du mal à démarrer. Une fois qu'il a été lancé, Il ne voulait plus s'arrêter. il pouvait pas s'arrêter parce que de toute façon, après, pour redémarrer, c'était compliqué. Yeah. Et comme ça, on a fait notre coach surfing, on a découvert comme ça Ho Chi Minh. Et il nous a emmenés dans une rue de Ho Chi Minh à cette époque, catholique. Tu voyais les maisons un peu comme dans les films américains, tu voyais plus les maisons. C'était des décorations de Noël. Ouais. Tu voyais des Pères Noël et tout ça. Et là, à partir de là, je dis au revoir à mon ami et là, c'est le moment où moi je commence mon aventure et je pars en stop. Et donc là, moi je commence mon aventure, je pars en stop. Voilà, j'avais un ami de l'université qui vivait à Ho Chi Minh en plus à ce moment-là. D'accord. Donc lui travaillait dans une entreprise d'agroalimentaire dans le sud, donc il me dépose sur le chemin à l'arrêt de bus, à l'arrêt de bus en dehors de Ho Chi Minh parce que il m'avait quand même dit faire du stop c'est possible, mais commencer dans Ho Chi Minh c'est compliqué. Donc il m'avait aidé à sortir de la ville. Et là je sors de la ville, et puis je prends un bus pour sortir un peu plus loin de la ville. Je vais dans la première ville un peu que j'avais trouvé qui me paraissait sympa. Je monte dans le bus, je négocie mon bus, je prends mon bus. Première expérience de bus comme ça. Donc j'y vais. On prend la route et puis là le bus s'arrête au milieu de nulle part. Une route comme ça qui part en fourchette. Fait, toi, tu descends ici. Regarde, mais je fais. Je suis où là? Je suis pas là où je voulais aller. Ah non, tu descends ici, t'inquiète pas, tu descends. Il y a l'autre bus qui arrive dans 15 minutes. Bon, bah, de toute façon, je me dis, je suis parti pour faire du stop. Donc que je descende de nulle part ici ou que je descende plus tard, bon, c'est pas grave, au pire je marcherai s'il n'y a pas de problème, je ferai du stop tout de suite. Puis là je descends et 15 minutes après, il y a mon bus qui arrive et qui m'a ramené déjà. Tu te dis, c'est improbable là. T'es au milieu de nulle part, on te pose là, t'as le bus qui arrive, bah, le bus il arrive, il savait que j'étais là, il m'a pris, il m'a emmené. Et puis après, comme ça, j'ai commencé à faire du stop en un mois jusqu'à Dalat et Nha Trang. Donc c'est une super rencontre. J'ai été invité chez l'habitant, j'ai été invité à droite à gauche à manger avec eux, à dormir chez eux. Ouais. Vraiment des belles rencontres. Génial. Je parlais pas vietnamien. J'avais appris le cambodgien quand j'étais au Cambodge. Et du coup, j'avais appris le. Je parlais pas vietnamien du tout. J'avais appris le cambodgien quand j'étais au Cambodge. Ouais. Parce que mon principe de vie, c'est tu vas dans un pays, tu apprends la langue. Ouais. C'est tout. Si tu veux aller quelque part, tu acceptes la culture locale et tu apprends la langue pour pouvoir t'intégrer complètement. Et puis voilà, donc je me débrouillais. Les gens, ils s'arrêtent. J'ai même pas vraiment fait de stop parce que les gens, ils me voyaient avec mon sac à dos là sur la route comme ça, en plein cagnard, et bah ils venaient. Mais tu fais quoi? Attends, viens là, je t'emmène. Je me suis fait avoir une fois où t'as une personne qui m'a demandé de l'argent à la fin. Hein? Bah, en fait, j'avais été invité à une célébration au Vietnam. Tu célèbres les 1 mois de la naissance. Ouais. Comme le baptême. Je marchais au bord de la route et t'avais cette célébration, donc il m'avait invité. Forcément, il m'avait donné quelques bières à boire. Ouais. Avec la chaleur, la fatigue, la marche, bah, j'étais un petit peu pompette. Et donc j'ai pas fait attention en fait, et j'ai réalisé après que la moto qui m'avait pris en stop à ce moment-là, elle avait fait demi-tour pour me prendre en stop. Donc elle m'avait pas emmené à sa direction. Et j'avais oublié de lui demander si c'était bien gratuit. Donc là à la fin il m'a demandé un petit billet, donc j'ai pas pu refuser, c'était trop tard, j'avais pas demandé avant. Ouais, et ouais. Voilà, mais sinon honnêtement aucun souci, le stop vraiment sympa. Ok. Et donc j'ai fait Noël en chemin vers Dalat, j'ai fait le Nouvel An à Nha Trang. Okay. Ville balnéaire tranquillement, vraiment sympa. Et puis là, moi, je discutais avec les locaux. Pareil, j'avais retrouvé mes coachs surfeurs que j'avais rencontrés à Ho Chi Minh. Ils étaient bien à Nha Trang pour le Nouvel An. Et du coup, quand j'aurais dit que j'allais dans le Nord en stop, ils m'ont dit, mais Gauthier, tu sais quand même que c'est la saison des pluies dans le Nord. Donc oui, découvrir, visiter sous la pluie, oui, mais marcher sous la pluie, faire des kilomètres sous la pluie comme ça tous les jours, moi, nous, on ne te le conseille pas. Bon, je les écoute quand même si je suis un peu têtu. Je me dis, bon, quand même, ils connaissent leur pays. On va pas faire la fine bouche, donc je prends un bus pour Houé. Pareil, oui, je commence par du coach surfing et je rencontre, à l'époque, il y avait des étudiants qui faisaient des tours pour pratiquer l'anglais, qui t'emmenaient dans la campagne découvrir Houé. D'accord. En fait, et ma première journée à Houé, j'ai découvert avec des étudiants locaux comme ça. Super ville, superbe impression. Petite ville à taille humaine, entre mer et montagne, beaucoup de campagnes aux alentours, et je me suis dit, après avoir vu Ho Chi Minh, Dalat, j'ai beaucoup aimé Dalat, Nha Trang, des choses comme ça, je me suis dit, mais oui, c'est quand même vraiment sympa. Et puis de toute façon, j'ai encore 2 mois de voyage pour repartir vers le sud, pour peut-être aller à Kon Teu. Je me suis dit, bon, pourquoi pas cette opportunité à Kon Teu? Donc je me suis dit, mais d'abord, attends faire, je suis là, où est la ville est agréable, je vais apprendre le vietnamien.
Donc là, je me lance pour apprendre le vietnamien. Donc au début, je prends juste des cours de vietnamien, comme ça, j'avais encore un peu de budget pour ça, donc je peux prendre mes cours de vietnamien particuliers. Je fais un mois de cours particuliers et puis je viens de l'immersion totale. Et puis pendant ce temps, bah, je fais des rencontres. Je rencontre entre autres une vietnamienne qui était mariée à un Français, qui avait un restaurant ici, qui marchait comme ci, comme ça, parce que c'était sa sœur qui le gérait, mais il n'y avait pas de manager particulier. Et qui me dit, bah tiens, si tu veux, tu peux m'aider, tu peux être manager, tu seras nourri, nourri, et puis on partagera les bénéfices que tu fais, parce que pour l'instant, je ne fais pas de bénéfices. D'accord. D'accord, allez, pourquoi pas. Donc je fais ça. Donc finalement, et la ville me plaît vraiment, donc je me dis, bon bah finalement, je vais peut-être pas rester plus d'un mois. Et j'avais trouvé une mission volontaire ici, à nouveau, dans une ONG locale, donc qui m'avait permis d'avoir un visa qui m'avait dit, bah je peux te faire un visa de 1 an ici. Parce qu'au début, j'avais un visa de 3 mois. Donc ça commençait à se goupiller finalement, sans le savoir. J'avais trouvé une solution pour rester longtemps. J'ai commencé à apprendre le vietnamien. J'avais un boulot qui me nourrissait. Pas qui me faisait gagner ma vie, mais qui me nourrissait. Donc déjà, j'avais pas de souci à ce niveau-là. Je me dis, et là, j'avais trouvé un logement aussi. Là, quoi, tout allait bien. Je pars au Laos refaire mon visa parce qu'il fallait aller au Laos quand même à Savannakhet. Je reviens. Donc tu fais un visa run pour le Vietnam? C'est pas un visa run à l'époque. C'est qu'en fait, j'étais en visa touriste. Je pars au Laos jusqu'à Savannakhet, jusqu'au consulat de Savannakhet. Et là, j'avais l'ONG qui me sponsorisait ici. Ah d'accord, pour changer de visa. Pour changer de visa. Ouais, donc, et là, du coup, j'ai eu mon visa de 1 an. D'accord. Donc là, mon visa de 1 an, en poche, je reviens, je loue ma maison. J'étais volontaire, donc là, j'étais pas payé. Je trouve une petite maison où je paye $80 par mois. J'achète ma moto. C'est plus possible ça. Vu que je décide de m'installer, j'achète une moto d'occasion, pareil. Puis là, j'ai mon boulot où je suis nourri au restaurant. Et là, je retire mes 100 € de mon compte en banque. Et là, non, donc mon billet d'avion, j'avais la possibilité de changer la date si j'avais un billet un peu flexible. Là, c'est bon, c'est fini, je dis c'est bon. Le billet d'avion, j'en ai plus besoin. On annule tout. Mes parents, ma mère me dit, bah oui, si tu veux, pas de problème. Par contre, t'inquiète pas, tu regardes. Si tu veux revenir en France, tu te débrouilles, tu travailles, tu trouveras l'argent. Si t'es vraiment malade, on t'aidera, mais si t'as pas de problème, si c'est juste des problèmes d'argent, tu te démerdes. D'accord. Donc en fait. Donc là, je retire mes derniers 100 €. Il te reste 100 balles. 100 €. J'ai mon logement payé pendant 3 mois. Ouais. J'ai ma moto. J'ai un boulot dans un restaurant où je suis pas payé, où je suis manager, où je peux espérer toucher des bénéfices si j'arrive à en faire, mais où je suis nourri. J'ai ma moto, j'ai mon visa, j'ai mon logement. Et j'ai 100 €. Voilà. Plus rien. J'ai que ça. 100 balles. Ouais. Ah bah je peux te dire, le fait de ne plus rien avoir, d'avoir plus aucune attache pour la France, d'avoir quitté mon billet d'avion, t'as un sentiment de liberté qui est complet. T'as tes 2 pieds, t'as tes 2 mains, à toi de te démerder. Donc là, j'ai commencé à travailler dans le restaurant, j'ai commencé à donner des cours d'anglais et de français. Un petit peu, c'était pas mon truc, parce que c'est particulier d'enseigner. Donc j'ai donné un peu de cours d'anglais, j'ai fait des cours de communication avec des Françaises, avec des Vietnamiennes qui allaient faire des échanges en France. Ça, c'était vraiment sympa. Ouais. Et puis en travaillant au restaurant, bah, j'ai rencontré le voisin qui avait un petit hôtel à côté. On discute, on sympathisait tous les soirs, on discutait. Puis tu sais, donc, tu vois, j'étais l'étranger qui apprenait le vietnamien, qui travaillait plus ou moins bénévolement dans le restaurant, qui avait des petits boulots. Qu'est-ce qu'il fout ici, celui-ci? Puis en fait, j'étais un peu un uluberlu. Et puis voilà, j'allais discuter à droite à gauche tout le monde. Donc j'ai facilement, en 6 mois, je parlais le vietnamien couramment. Génial. Et du coup, avec lui, en discutant de fil en aiguille, bah, il me propose, voilà, là, mon bail arrive à expiration, il faut qu'on retrouve un endroit. Est-ce que ça t'intéresse de s'associer pour ouvrir un petit hostel? À la base, il y avait juste le backpacker qui avait des dortoirs, c'est tout. Il y avait un hôtel qui avait des dortoirs. Moi, je lui dis, bah pourquoi pas, il faut voir combien ça coûte, comment ça se passe. Sachant que moi, j'avais pas un rond. Je regarde un peu, on trouve un endroit, voilà, on voit qu'il fallait investir 2000 $ pour se lancer. Qui ne demande rien à rien, j'appelle mon frère. Il me fait, voilà, Arnaud, j'ai une opportunité là dans le tourisme au Vietnam. Lui, il avait déjà son restaurant, il était établi. Est-ce que tu peux me prêter 1000 $? D'accord, pas de souci, je te prête 1000 $. Donc là, j'ouvre mon homestay. En même temps, j'étais bilingue français-anglais, je commence à chercher des traductions. Je trouve des petits boulots de traduction qui me permettent de vivre tranquillement, de lancer les affaires, d'être plus serein. Parce que du coup, vu que je travaille à l'hostel, c'est plus. Je vais toujours donner un coup de main au restaurant, mais voilà, je suis moins derrière parce que je ne peux pas être de partout. Forcément. Et voilà, et de fil en aiguille, on développe, on vend des tours, on crée notre petit réseau. On a 8 lits. D'accord. Voilà, avec des gens qui passent, on partage. C'est juste un dortoir avec le 8 lits. Ouais, c'est ça, 8 lits, une salle de bain, et puis voilà. D'accord. On cuisine, on partage des repas ensemble, vraiment un peu. En genre maison d'hôte, mais dortoir maison d'hôte. Ça veut dire on vivait avec eux. J'allais boire des coups, on allait boire des cafés, j'allais représenter la vie, je me baladais avec les voyageurs. On était à 2 pour gérer ça. Donc moi et mon ami, donc lui on gérait un jour sur 2, comme ça moi je pouvais aller
faire mon ONG, je pouvais aller faire apprendre mon vietnamien, je pouvais aller avec les voyageurs pour découvrir. Et tout ça sans expérience, ça t'a pas... Bah, l'expérience, ça se gagne. Hein. Ouais. Enfin, Ça t'a pas buté, quoi. Bah, comme je t'ai dit, quand je suis parti de Léo parce que je suis français, mais mon cœur n'était pas en France pour voyager. D'accord. Je me sentais pas, je me sentais pas de vivre. Si, j'étais heureux, mais je me sentais pas de vivre en France. D'accord. Je me suis dit, je suis en France, mais ma ville de cœur, c'est pas la France. Donc, à la base, quand je suis parti en Asie, c'était pour me dire, je vais trouver mon chez moi. D'accord. Et mon chez moi, bah, finalement, bah. Il y a vraiment une attraction forte pour l'Asie, alors. Hein, il est ici. Ouais. Il est ici. Mon chez moi, il était ici, voilà. Donc, finalement, ça. Et donc, avec le cœur, ça te permet de tout faire. Voilà. Et du coup, bah, j'ai fait des petits boulots et je me suis lancé comme ça. Okay. J'ai fait ma carrière de traducteur. Ce que je fais encore à l'heure actuelle, un petit peu. Okay. Ce que j'aime bien. C'est agréable. Puis ça fait travailler le cerveau. Et puis mon frère est venu me rendre. Ça faisait 2 ans et demi que j'étais parti, du coup, de la France. Ouais. Ma sœur était déjà venue me voir au Cambodge parce qu'elle voulait venir au Cambodge et elle avait profité. Mes parents, je ne les avais pas vus, mon frère non plus. Donc, ils font un voyage au Vietnam avec mon frère, en famille, ils viennent me voir. Donc moi, ma sœur arrive un peu avant parce qu'elle avait ses enfants, donc elle voulait pas voyager forcément avec mes parents tout le temps. Elle, je la vois un peu à Hue aussi. Mes parents, je les vois, mon frère, les parents, je les vois à Hue aussi, ils découvrent ma ville de Hue. D'accord. Et puis on s'est décidé de se retrouver sur la baie d'Along tous ensemble. Mes parents nous avaient invités sur la jungle privée. Vraiment un de mes meilleurs souvenirs c'est mon meilleur souvenir sur la jungle, c'est la première fois que je faisais la baie d'Along. On a dormi sur le pont avec mon frère à la Belle Étoile. Tu vois le ciel, les étoiles, très peu de lumière parce que très peu de bateaux. Superbe expérience, ça m'a vraiment marqué. Génial. Et après moi je suis revenu travailler parce que je travaillais, j'étais pas en vacances. Même si j'étais backpacker, que je gagnais pas beaucoup ma vie, fallait bosser quand même, fallait gagner ça. Encore plus qu'il fallait bosser. Oui. Voilà. Mon frère lui il rentre en France. Puis il avait son restaurant et puis il décide, non mais en fait l'Asie, il a vraiment un coup de cœur, il a dit, je reviens m'installer en Asie. Donc il m'appelle, il me fait Gauthier, voilà. J'ai vraiment un coup de cœur quand je suis venu te rendre visite. J'aimerais venir en Asie. Est-ce que ça t'intéresse qu'on travaille ensemble? Tu as commencé à travailler dans le tourisme, donc tu as commencé à développer des connaissances, à raison. On travaille ensemble dans le tourisme. Je fais, bah, ouais, avec plaisir. Il vient. Voilà. Et là, donc il vient, donc moi je continue, on fait notre travail. Du coup, vu que j'abandonne mon partenaire du homestay, je lui donne le homestay. Je ne vais pas lui demander de me rembourser ce qu'il me doit, parce que forcément, on avait investi pour des lits, des choses comme ça, donc ça je lui laisse, parce qu'il n'y a pas de raison que je récupère. J'ai récupéré une partie des loyers, parce que les loyers, il allait les regagner avec le travail. Ouais. Enfin, les frais, les dépenses, donc ça j'ai récupéré une partie, j'aurais dû peut-être récupérer la moitié. Ouais. Mais de bon cœur, je veux dire, je n'ai pas perdu, c'est que c'est moi qui ai décidé de partir, je lui ai dit, il n'y a pas de raison que je te mette dans la merde, je te laisse tout ça. Et avec mon frère, on a cherché un hôtel. On a ouvert un hôtel. Ok. On a commencé à accueillir. Voici un hôtel à proprement dit, pas une auberge de jeunesse. Quoi. Un hôtel. Ouais. Non, 30 chambres. Ça commençait à être du bon hôtel. Ah quand même, ouais. Ah ouais. Wow. Donc on accueillait les clients, on faisait tout, on faisait de la réception, on faisait de la vente de tours, on faisait de la découverte. On est passé comme ça. À la base, les voyageurs à Hue restaient une nuit à une nuit et demie sur Hue. C'est-à-dire une demi-journée. Une journée et demie, pardon. Sur Hue. Nous, on a commencé à les faire rester 2 nuits. Voire 2 nuits et demie. Parce qu'on aimait Hue, donc on leur présentait la ville, on était là pour ça. Et puis de fil en aiguille, bah, on a commencé à développer. Et puis un jour, des amis de mon frère leur disent Arnaud, je sais que tu es au Vietnam, on veut te rendre visite, organise-nous un voyage. On les regarde, on leur fait mais nous on connaît Hue. Après on a eu des connaissances, on a rencontré beaucoup de voyageurs. Donc on avait dit là on a fait la baie d'Along sur ce bateau, c'était superbe. On a été à Sapa, on a été à Tam Coc. Mais on connaissait pas forcément tout ça. On a dit, bah nous, on connaît pas le Vietnam. On s'était spécialisé, on avait développé déjà des tours sur Hue, des activités, des choses comme ça, mais on savait ce que c'était du tourisme, on savait ce que c'était de développer des tours. Et ils nous ont dit, bah, on sait que tu connais pas, on fera tes cobayes. Mais on veut que tu nous organises ça. Ouais. Donc là, nous, non mais c'était des bons amis d'Arnaud, et donc là, on leur organise le voyage, finalement, de A à Z. Mais comme on aime. C'est-à-dire à un rythme tranquille. Un rythme où tu prends le temps d'aller rencontrer les gens. Tu vas pas faire un saut de puce, un saut de puce, un saut de puce. Tu prends le temps de rester 2-3 nuits par endroit pour vraiment prendre le pouls. Ouais. Parce que quand tu fais un jour à un endroit, bah finalement... Bah, t'as rien vu et t'as rien pour tu profites. Non, et t'as pas le temps de te poser. T'as à peine eu le temps de repérer ton petit café que t'aimes bien pour boire ton café le matin. Donc t'es déjà reparti pour la ville suivante. Ouais. Donc nous on leur a dit non mais voilà. Donc on a fait comme ça. Et là ils sont revenus, ils nous ont fait non mais voyage. Fantastique. Superbe. Mais pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous organisez pas des voyages comme ça? Et donc comme ça, il y a 10 ans, on a lancé notre agence de voyage. Donc Centre du Vietnam. À la base, on s'appelait Stay Travel Agency parce que c'était le nom de l'hôtel, Stay Hotel.
Après, on a changé de nom, mais Centaure du Vietnam, enfin, l'agence de voyage Centaure du Vietnam, on a commencé il y a 10 ans. Le 14 juillet 2014. On avait la licence de l'hôtel et d'agence de voyage. Et le 14 juillet. 14 juillet. La date sur la licence, c'était le 14 juillet. Ce qui est, pour des Français, c'était pas voulu, mais pour des Français quand même, t'imagines c'était le destin. Et là, on a commencé, donc on a développé comme ça, avec du bouche à oreille. Au début, donc on vendait nos tours sur Way. Parce que on était jeunes, on n'avait pas de budget pour du marketing, des choses comme ça. Donc, mais par contre, nos voyageurs qui étaient restés avec nous à Way, ils rentraient en France, ils disaient, bah, tiens, on a rencontré les deux frères français là à Way. Puis les agences de voyage, en fait, ils organisent des choses sur la baie d'Annons, ils peuvent organiser des télé. Donc comme ça, au début, on faisait sur Way, puis après, on a grandi. Et peu après le Covid, après, on a eu que des problèmes. Bon, tu sais, dans la vie, on a toujours des problèmes. Hein. On a eu des problèmes avec l'hôtel, on a dû fermer l'hôtel. Donc on s'est battu au tribunal. T'as l'hôtel. Ouais. Pendant 2 ans. L'hôtel, ça passe hôtel, agence de voyage. Voilà. Mais ça tourne un peu au roussi, il y a des problèmes avec l'hôtel. Entre-temps, avec l'agence de voyage, on rencontre un ami vietnamien, on ouvre un café à côté. Ah d'accord, donc l'hôtel, agence de voyage, hôtel, agence de voyage, café. Là, le café commence à avoir des problèmes parce qu'il y a des problèmes de défaillance dans l'hôtel. Et la propriétaire voulait qu'on le prenne en charge alors que nous, on estimait qu'on n'était pas responsable. Donc là, on l'a fermé pour des raisons particulières. On s'est battu avec la propriétaire. Ça a duré 2 ans. Ça s'est bien terminé ou... Ça s'est terminé. On y a tous laissé des plumes. D'accord. Parce que de toute façon, c'était pas possible que ça se règle autrement. C'était des problèmes assez élevés. Après, c'est important. On nous a fait comprendre qu'il fallait. On a dû fermer. On a dû se mettre d'accord avec elle. Mais elle, au début, voilà. Donc on s'est mis d'accord. On a tous perdu des plumes parce que elle, son hôtel, il a été fermé pendant 2 ans. Ouais. Sans loyer, sans rien. Nous, on avait investi dans l'hôtel aussi. Donc on a été avec des plumes. Après, on avait le café. Et puis surtout, c'est pas ça. C'est que quand tu lances une affaire, bah, tu gagnes pas de l'argent tout de suite. Et oui, c'est ça. Donc nous, en fait, on a perdu notre hôtel au moment où on avait développé notre réputation. Donc en fait, tout investissement de début... Tout investissement de début, bah, on l'a perdu, quoi. Il était, au niveau de l'hôtel, il était perdu. Après, avec l'agence de voyage, on avait quand même notre réputation qui était toujours là. Oui, au moins, ça vous a permis, entre guillemets, de... Mais tout ce qu'on a investi dans l'hôtel et tous les loyers qu'on a payés, parce que forcément, tu payes un loyer, bah, le premier mois, tu vas pas remplir ton hôtel, tu vas pas payer tes charges, tu le sais, quand tu fais tu fais des affaires, tu avais ton fish and chips en Australie, c'est pas le premier jour que tu vas gagner de l'argent. Bah là, c'est pareil, au début, tu dois payer les salariés, tu dois payer les charges et tu dois créer ta clientèle. Donc, forcément, ça prend du temps. Donc là, bah, on repart de zéro avec le café et l'agence. On a le café, ça commence à tourner. Le café, on vend nos tours, pareil, tranquillement, on discute avec les voyageurs. On vend pas, on partage. On n'est pas là pour vendre quelque chose, on n'est pas là pour, on est là pour faire découvrir le Vietnam comme on l'aime et partager, en fait. Après, on a des contacts, on a un réseau de contacts, vu qu'on est une agence de voyage, on a tout ce qu'il faut, on a des tarifs négociés avec nos hôtels, avec nos partenaires, on a des prix raisonnables. Tu peux venir au Vietnam, tu peux aller de ville en ville. Tu peux faire le même circuit que ce qu'on te propose. Si tu le fais tout seul, tu payeras peut-être un petit peu moins cher et encore, c'est même pas sûr. C'est pas sûr, hein. Sauf que tous les soirs, tu vas avoir passé du temps en France. Enfin, pas pour toi en Thaïlande à le préparer. Ou alors, tu vas le faire au jour le jour, ça veut dire que tous les soirs, tu vas préparer ton voyage. Donc finalement, le temps que tu as passé, bah, finalement, ça revient au même en fait. Les gens n'ont plus cette notion des agences de voyage. Nous, le nombre de fois, on a des voyageurs qui nous appellent, qui nous disent ah bah tiens, j'ai un petit souci là, comment je fais? Bah oui, bah t'inquiète pas. Allô? T'as pas l'expérience? Non, exactement. Et donc du coup, bah, avec cette agence de voyage, nous, on était dans le partage et après, bah, nous, ça nous a permis de développer notre affaire, voilà. Mais toujours dans cette idée du respect, du gagnant-gagnant pour les voyageurs, c'est-à-dire qu'ils font ce qui leur plaît avec leur budget qu'ils ont et des choses comme ça. Du gagnant-gagnant pour les Vietnamiens. Parce que pour moi, au début, les Vietnamiens ne comprenaient pas parce que tu as beaucoup de gens qui veulent juste gagner de l'argent. Nous, on était là on travaille en collaboration avec eux. On va recommander des boutiques. Au début, les gens ils nous disaient bah, attendez, au Vietnam, à l'époque, tu avais beaucoup de commissions. Ah, mais tu m'envoies des clients, je te donne une commission. Moi, je leur regardais, mais non, on veut pas de commission. Tu leur fais un tarif, tu t'occupes bien d'eux, ça nous suffit. Nous, on veut juste t'aider. On sait que tu fais du bon travail, on t'aide. Vas-y, fais ton travail, fais des prix raisonnables, fais du travail de qualité, ça nous suffit. Mais on n'est pas là pour. Donc on avait une mentalité différente pour travailler. On n'est pas là pour. On avait une manger à tous les râteliers, quoi. Ouais. Nous, notre travail, c'était l'agence de voyage, on n'était pas là. Donc ça a donné une image. On avait une image, c'est-à-dire on était les deux Français maintenant de Hue qui s'étaient battus au tribunal. Donc c'est rare d'aller au tribunal pendant 2 ans. On avait un hôtel, on parlait vietnamien. Moi, je parlais vietnamien couramment. Mon frère parlait un petit peu vietnamien. On avait un café, on avait des choses comme ça. Donc, dans la ville, on est connu. Hein. Ouais. Et puis petit à petit, bon, après, et le café, pareil, bah,
Ça prend du temps de se mettre en place, on a l'agence qui fonctionne. Et là, notre ami vietnamien, qui dit, vous dégagez. Il ne veut plus faire le café avec vous. Il voulait plus faire le café avec vous. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait proposé de l'associer à l'agence. Nous, là, il avait un deuxième bar et de vendre, pareil, du partage, d'aller discuter avec les gens pour vendre des tours sur Rouet et autres. Sauf qu'il voulait pas le faire, il n'a pas voulu jouer les jeux. Sauf que nous, notre agence, elle marchait bien. Et avec nous, dans le café qu'on avait, on discutait, on était là, on passait on était là à 7h jusqu'à 22h tous les jours. Et on discutait avec les voyageurs. J'ai des petits carnets de route qui expliquaient tout ce qu'il y avait à faire au Vietnam, mais sous forme de lecture. On n'était pas dans, c'était pour donner, c'était de partage d'informations. Et ça marchait. Sauf que lui, il voulait une part du gâteau. Il n'a pas apprécié, donc il nous a mis dehors. Finalement, ce qui est pas plus mal, c'est qu'il nous a mis dehors, c'était juste avant le Covid. Ah d'accord, ok. Il nous a mis dehors en 2018. Donc au final... En 2019, mi-2018, c'était le Covid, c'était en janvier 2019 ou non, c'était en décembre 2020. Ça devait être en 2019, il nous a mis début 2019, on est mis dehors du café. Et nous, on continue. Donc après, on continue, on travaille sur notre agence, on fait comme on peut, voilà. On est au Vietnam, c'est compliqué de se battre au Vietnam, ou alors on peut se faire mettre dehors, après on n'est pas dans notre pays. Et du coup, on travaille. On fait notre boulot, on se focalise encore plus sur l'agence du coup. Et on travaille là, t'as le Covid qui arrive. Donc finalement, d'avoir perdu le café qui arrive beaucoup avec des étrangers. Oui, on s'est fait mettre dehors, on a perdu notre investissement par là-bas parce qu'il est parti avec tout. Alors, donc, deuxième fois, vous perdez votre investissement. On perd tout. Bon, après, de toute façon, l'avantage, on avait nos logements, on avait des maisons, voilà. Moi, je suis allé vivre chez mon frère pendant un temps parce qu'il avait sa maison. Donc, j'ai vécu pendant 6 mois chez mon frère. Ouais. Quand vous avez fermé le café, t'es parti vivre voilà. en Tarn, ça. L'agence commençait à fonctionner, donc on avait de quoi vivre. Voilà, on n'était pas à la rue. On n'était pas à la rue parce qu'on avait notre agence qui tournait. Ouais. Et là, on a pris le. Moi, j'avais un appartement. Du coup, entre temps, j'avais pu acheter mon appartement parce que. Donc ça, c'était. Donc on avait un toit, on avait tout ce qu'il fallait, on était bien ici. Et là, à partir de là, donc on fait ça et on se lance sur l'agence. Et là, le Covid tombe. Le café, il s'est fait mettre dehors par le propriétaire qui n'avait pas apprécié qu'il nous mette dehors. Le propriétaire nous aimait beaucoup. Donc lui aussi s'est fait mettre dehors. Ah bah le propriétaire, parce qu'on était locataire du café. Ouais. Sauf que le propriétaire il n'a pas apprécié qu'il nous mette dehors parce que c'était nous qui le faisions tourner et il nous appréciait beaucoup. Donc il l'a viré. Le Covid est venu, là on a. Karma. Ah non mais voilà, c'est le karma honnêtement, voilà, c'est ça. Après, effectivement, on a perdu des roues. Il faut savoir que on a perdu de l'argent, on a perdu d'investissement, mais par contre, on n'a pas perdu en vie parce que mon frère, il a rencontré son épouse à l'hôtel. Moi, j'ai rencontré mon épouse quand j'avais le café. Donc si on est là aujourd'hui, on n'aurait pas eu l'hôtel, on n'aurait pas eu le café. Je serais peut-être encore célibataire, j'aurais pas mes enfants. Donc finalement, après, il faut relativiser, t'as la vie, t'as de l'argent. Tu l'as connu. Tu as parlé dans ta dernière vidéo de tes 80 000 $. Ouais. Voilà. Bon, tu as besoin d'argent, tu travailles, c'est tout. Mais dans un sens où tu as un sens. Je dis toujours, chaque chose arrive pour une raison. Exactement. Donc finalement, et comme je dis, voilà, ça fait râler, c'est des choses comme ça, mais on va de l'avant et puis c'est tout. Il faut continuer à aller de l'avant. Donc Covid arrive, les frontières se ferment. Notre agence de voyage, on doit annuler tous les voyages. On a eu de la chance, nos voyageurs ont été très compréhensifs et il n'y en a qu'un seul qui a annulé son voyage. Tous les autres, ils ont reporté. Waouh! Malgré que ce soit à durée indéterminée. Malgré que ce soit à durée indéterminée, on a pris, voilà, nous, il y a des remboursements, il y a des choses comme ça, on fait le nécessaire, on fait ce qu'il faut. Mais ils ont tous fait confiance, ils ont tous reporté. Ils sont tous venus depuis maintenant. Alors, en 2024, ils sont tous venus, ils ont tous adoré le Vietnam. Et voilà. Et finalement, nous, pendant le Covid, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la téléopération, on a trouvé un petit boulot avec mon frère. Moi, j'avais toujours mes traductions à droite à gauche. Et on a profité pour retravailler toute l'image de notre agence. On a tout retravaillé, on avait un peu plus de moyens, donc on a embauché un développeur internet, on a embauché un designer pour tout refaire, vraiment nickel. On a tout remis dans les lignes pour être correct, que tous nos papiers soient aux normes, tout est aux normes, toutes les assurances, tout. On s'est dit que, effectivement, entre le moment où je suis arrivé il y a 12 ans et aujourd'hui, le Vietnam c'est le jour et la nuit. Il y a 12 ans, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, c'est tout régularisé. Et nous, on a dit avec mon frère, on est étranger, on est au Vietnam, on suit la législation, c'est tout. On est là, il faut les licences, il faut ci, il faut ça. Tu as beaucoup d'agences, ils n'ont pas de licence. Nous, on a une licence, on est reconnu par le département du tourisme. Ce qui veut dire que
on a une responsabilité, tu viens voyager avec nous, j'ai une responsabilité envers toi. Eh oui. T'es pas content de moi, t'as un recours. Parce que les gens ne se rendent pas compte, en fait, t'as beaucoup de voyageurs, pour ça, pour moi, ils se rendent pas compte de ça. Mais nous, voilà, on s'est mis pour être carré de partout, nos guides, on les met sous contrat. T'as beaucoup de guides qui sont en freelance, nous, notre but, voilà, c'est vraiment du gagnant-gagnant, donc ils ont de la sécurité sociale, ils travaillent ici. On vit au Vietnam, on vit pour le Vietnam, et on vit pour grandir avec le Vietnam, depuis. Génial. Et là, depuis ce moment, maintenant, là, ça fait le Covid a repris, on a fait une grande campagne de marketing après Covid. Ouais. On a redéveloppé des partenariats avec des agences en France. Maintenant, l'agence, on en vit à 100%. Le café, c'est du passé, l'hôtel, c'est du passé, toutes les emmerdes, c'est du passé. Maintenant, on vit, on profite de la vie, on rencontre tous nos voyageurs. Tu vois, donc Génial. quand tu me disais au début, merci de me donner ton temps. C'est mon travail de partager avec les gens. Donc je te donne même pas de mon temps. Merci à toi de m'accueillir. C'est tout. C'est avec plaisir. Hein. Parce que c'est ça. C'est avec plaisir. Et donc maintenant, vous êtes 100% focus sur l'agence de voyage. Maintenant, on est 100% sur l'agence de voyage. Moi, j'ai des enfants en bas âge. Ouais. Donc je suis plus sur la partie à la maison, organisation. Mon frère va plus faire de l'exploration. D'accord. Donc je suis arrivé en premier au Vietnam. Il s'est marié en premier. Et maintenant, il connaît mieux le Vietnam que moi. Non, ça dépend des parties. Oui, mais... ouais. Et donc, votre agence de voyage, c'est quoi vos services exactement? Qu'est-ce que vous proposez? Vous faites Alors, du voyage sur mesure? Vous vendez des tours déjà faits? Nous, on a décidé avec mon frère, on travaille en totale transparence. C'est-à-dire que déjà, tous nos prix, ils sont affichés sur Internet. Voilà. On a tous nos prix. On a un grand panel d'activités au jour le jour. Pour des gens qui veulent une activité comme ça, au pied levé ou des choses comme ça, c'est tout affiché, on est transparent, il y a tous les prix. D'accord. On n'est pas à dire, tiens, tu restes à quel hôtel? Ah bah tiens, lui, il a des ronds, on va lui prendre un peu plus. Ouais. Tu restes dans ton 5 étoiles là à Dadong? Oh, t'as un bon hôtel. Non, moi, mon hôtel, je m'en fiche. Ouais. Moi, c'est les prix, c'est les prix. La qualité, c'est de la qualité, c'est pour tout le monde. Ouais. Nous, ce qu'on recherche, c'est de la qualité et des visites qui soient adaptées au rythme. C'est-à-dire que tu es en vacances. Enfin, toi, je sais pas trop ce que t'es un itinérant maintenant. Mais, un vagabond. Mais les gens, ils sont en vacances. Ils sont pas là pour faire du 8h, 18h tous les jours. Surtout que, toi, c'est bon, t'as l'habitude entre la Thaïlande et le Vietnam. La chaleur comme ça, les 35 degrés, tu les supportes. Mais quand tu visites toute la journée, que tu te lèves à 8h, que tu as 35 degrés sur la tête, à 15h, t'es cané. Ouais. Donc nous, on n'est pas là pour faire du non-stop. Ce qu'on a ici, quand on conçoit nos activités, donc on conçoit nos tours. On a des guides sur tout le Vietnam. On a des guides à Hanoï, à Tam Coc, à Hue, dans le Mekong, à Ho Chi Minh. On a des équipes de guides avec qui on travaille pour certains depuis 10 ans. Waouh. Nos hôtels partenaires, pareil, on travaille avec eux, certains depuis 8-10 ans. On est fiable. Nous, voilà, on cherche la qualité, on cherche des produits, des endroits qui sont agréables, qui répondent au standing européen aussi pour les hôtels. Et c'est ce qu'on cherche. Et on développe avec eux des tours et des activités qui respectent un rythme, on va dire, de vacances. D'accord. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire des activités tous les jours. Ou tu vas faire une activité, tu vas commencer à 9h, tu vas finir vers 15-16h. Pour justement, en fin de journée, tu arrives, tu te poses au bord de la piscine. Non, et puis tu te poses au bord de la piscine, tu prends un petit jus de fruits frais, tu te détends. Et voilà ce qu'on fait. Donc maintenant, on cherche toujours à développer des nouvelles activités. On a des découvertes de soirées cocktails à Hoi An. Ici, à Hue, ce qu'on aime beaucoup faire, on fait beaucoup d'artisanat, de travail manuel. Tu peux aller faire des fleurs en papier, tu peux aller faire de la poterie. À Hanoï, tu peux aller faire des bijoux en argent. Génial. Tu as plein de petites activités comme ça. Tu peux aller voir comment apprendre à faire des cafés vietnamiens. Donc en plus d'un voyage... Ils sont super célèbres les cafés vietnamiens. T'as ton café Eden que tu bois tous les matins, t'as le café au sel, t'as le café à la noix de coco, le café à l'œuf. Ouais. Bah, nous, on va chercher pour trouver une expérience où tu puisses apprendre à faire ça. D'accord. Notre but, en fait, c'est d'arriver à mélanger le culturel, le partage. Et ce qu'on aime beaucoup aussi, et ce qu'on développe beaucoup, c'est des voyages, c'est des excursions dans les petits villages autour des villes, les petits villages où ils vivent encore de leur métier traditionnel. Donc tu peux plus voir l'authentique. Donc tu vas voir l'authentique. Effectivement, eux, ça va les aider. Ils sont pas là pour vivre du tourisme. Nous, on leur amène un petit plus, voilà. Ça permet de maintenir leur activité, d'être là et de voir ça. Tu vas aller voir la fabrication de l'alcool de riz, les élevages d'escargots, la fabrication des nattes, des poteries locales, des chapeaux bonbons, enfin plein de choses comme ça. Génial. Où vraiment tu peux aller. Génial. Et c'est ce qu'on essaye de faire en fait, un mélange comme ça, des découvertes gastronomiques, parce que quand même au Vietnam. Ah, le Vietnam.
Toi, tu le connais, oui. Ça fait partir de... D'après ce que tu m'as dit, pas de petit déjeuner, mais le déjeuner et le dîner, ça par contre, c'est un moment important. Ah oui. Donc, et la gastronomie vietnamienne, ça fait partie du Vietnam. Donc, t'as quoi? T'as tous les restaurants. Mais c'est pas la gastronomie vietnamienne. La gastronomie vietnamienne, c'est les petits boubis dans la rue. Voilà. C'est les petites choses comme ça. Donc, on met en place des food tours. Ici, à Hue, on a notre propre food tour, où c'est nous qui y allons. Ou un ami européen qui vit ici pour justement avoir toujours cette notion de partage. Parce qu'on a la double vision. On a la vision du Vietnam, la vision de l'Europe. Et dans le partage, finalement, on arrive à avoir un partage à donner une vision qui est un peu plus complète. Ouais. Mais du coup, voilà, des activités comme ça, au fur et à mesure, pour découvrir. Génial. Et donc, en parlant d'expérience culinaire, aujourd'hui, tu nous amènes découvrir un cours de cuisine. Et bah, d'un endroit... c'est un super endroit avec un superbe cadre. On va pouvoir faire un petit cours de cuisine et manger, justement. Et c'est une activité qui sort un peu de l'ordinaire pour profiter. Qui fait donc aussi partie des nombreuses activités et expériences que vous proposez. Voilà. Et donc par rapport, juste pour revenir sur l'agence de voyage, donc on a ces excursions et puis après nous on les combine, on discute avec les voyageurs pour faire un voyage sur mesure finalement avec les hébergements qui leur conviennent, les standings qui leur conviennent. S'ils veulent des hébergements 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, standard européen, pas standard vietnamien parce que ça n'a rien à voir. Voilà. Mais du coup voilà, et on combine tout ça, on organise les transports et pour faire un voyage complet. Génial. Ou alors après selon les envies, on organise des packages. 5 jours autour de Hanoï, 5 jours autour de Hue, et selon les envies, voilà, notre but c'est vraiment... Ça peut être aussi bien un voyage complet qu'une partie de voyage ou même qu'une activité, c'est ça? Exactement. D'accord. Même des voyages abonnés. Et même des voyages abonnés, voyage abonné Monsieur Puss. Exactement. Donc, fait d'ailleurs avec Senteur en partenariat avec Senteur du Vietnam. Donc voilà, donc c'est ça, voilà, c'est un peu notre principe de vie. Génial. Mais par contre, notre principe de vie, c'est on prend le temps. On fait pas des sauts de puce. En permanence. Génial. Donc si tu veux, voilà, je t'en prie. On va mettre nos tabliers. Ce cours de cuisine auquel on va participer avec Gauthier se situe à An Nhien Restaurant. C'est le nom de 2 sœurs. Et donc c'est Nhien qui va vous accueillir sur sa propriété où il y a eu 22 générations qui sont passées. C'est l'une des premières familles de Hue. Il y a encore des vestiges justement de ces premières générations, comme notamment ce puits-là, qui est comme une preuve justement des premières générations, de là où tout a commencé, d'un simple puits, ensuite à la prospérité qu'ils connaissent maintenant. Vous avez aussi ce temple dédié aux ancêtres, avec toutes les générations d'ancêtres qui se retrouvent donc à l'intérieur. Vous avez également même tout plein d'histoires, donc c'est un lieu vraiment rempli d'histoires. Nhien a vraiment... on pourrait faire un film, hein. Vraiment on pourrait faire un film. Vous avez même des objets incroyables, comme par exemple ce vase qui est en fait un obus. C'est franchement un lieu fantastique et ce qui est génial, c'est que Nhien vous accueille, vous explique l'histoire de sa famille et puis ensuite, elle vous accompagne pour faire le cours de cuisine. Et après le cours de cuisine, vous allez déjeuner dans ce restaurant, vous allez vous régaler. Donc c'est génial, vous allez en apprendre au niveau culturel, vous allez en apprendre au niveau culinaire et vous allez vous régaler. Franchement, vous êtes gagnant sur tous les côtés. Et c'est parti, cela sera donc avec Nhien, qui est la 21e génération de la famille, qui nous accueille et va nous guider pendant ce cours de cuisine. On commence par faire des rouleaux de printemps, mais revus à sa manière. Et donc, je suis au fourneau, je donne le meilleur de moi-même pour impressionner notre prof de cuisine. Une fois terminé de cuisiner les légumes, vient la partie finale où on roule notre mélange dans des feuilles de chou pour faire des délicieux rouleaux de printemps. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, les plus gros, c'est les miens, on reconnaît le gourmand. Et donc, dégustation, c'est trop bon. J'étais à 2 doigts de ne pas en laisser à Gauthier et à Nhien. Pour ce deuxième plat, c'est encore moi au fourneau pendant que les autres mangent. Ah là là, le travail d'équipe, hein. Enfin, après on fait chacun notre petite assiette et on la décore comme on veut avant de pouvoir la déguster. Et moi, comme déco, j'ai essayé de reproduire des vaches dans une prairie. Voilà. Ceci fait, c'était une super expérience. En plus de ça, on s'est régalé. Et donc, si vous désirez réserver ce cours de cuisine, je vous mets un lien en description pour vous inscrire. Avant de continuer avec l'interview de Gauthier, je vais vous montrer où je séjourne pendant ces 4 jours à Hue. Je suis à Lai Riverview. C'est un tout petit hôtel en bord de rivière qui propose des chambres doubles climatisées et confortables avec un petit balcon vue sur le jardin ou vue sur la rivière, ça c'est top. Il y a également aussi des chambres familiales avec 2 lits, toujours au bord du jardin, à côté de la piscine parce que vous avez une super piscine qui donne littéralement sur la rivière. D'ailleurs, regardez-moi ça là, la rivière avec le filet comme ça pour pêcher les poissons. Forcément, vous n'allez pas pêcher les oiseaux, mais c'est franchement, c'est magnifique.
C'est super calme. J'adore le cadre. Les chambres sont confortables. Vraiment, je recommande vraiment. Et d'ailleurs, cet hôtel, vous le retrouvez dans mon e-book Guide voyage au Vietnam, dans lequel vous retrouvez tout un tas de bonnes adresses d'hôtels pour tous les budgets, mais également des restaurants, des stands de street food, des coffee shops, des rooftop bars, mais aussi tout un tas d'itinéraires complets sur une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Vous avez également des destinations détaillées pour moduler les itinéraires à votre goût. Franchement, ce e-book Guide voyage au Vietnam, ce sera votre meilleur ami pour votre prochain voyage. Et pour vous procurer, c'est très simple. Vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com ou vous cliquez sur le lien qu'il y a en description. Ça vous amène directement sur la fenêtre du e-book Guide voyage au Vietnam. Et en 2 temps 3 mouvements, vous avez votre meilleur compagnon pour votre prochain voyage au Vietnam. Merci en tout cas de m'avoir découvert ce cours de cuisine. Ça va plaisir, hein, ça t'a plu? Je me suis régalé. Super expérience, super histoire. T'as vu? Déjà pour commencer. Sacrée histoire même. Je suis à 2 doigts de contacter Hollywood. Cours de cuisine sympa, Nien super sympa. Et puis après, le déjeuner aussi, cassage de bide. Franchement, donc ça c'est bon. Voilà. T'es paré pour l'après-midi, une bonne sieste et... Non, on finit d'abord l'interview. Et après une bonne sieste et dans la piscine, c'est ça? Ouais, non, après travailler sur l'ordinateur. Malheureusement. Enfin bon, donc on continue. Toujours au sujet de senteurs du Vietnam. Donc maintenant, tu nous expliquais que vous faisiez tout un panel de choses. Voilà, que ce soit aussi bien des voyages sur mesure que des activités, des lots d'activités comme ce qu'on vient de faire. Voilà, différentes expériences. Des excursions sur une journée ou deux, jusqu'au voyage sur mesure, tout compris. D'accord. Toujours avec de la liberté. Ok. On n'inclut jamais les repas dans les villes. On va inclure les repas chez l'habitant, par exemple pour les dîners. Ouais. Mais un dîner, chaque personne, chaque voyageur finalement a des envies particulières le soir. Donc on a un super carnet de route que j'ai écrit avec mon frère, avec plein de recommandations, des présentations qu'on remet aux voyageurs. Génial. Et comme ça, ils sont tranquilles aussi. Ok. Pour pouvoir découvrir un peu par eux-mêmes. Top, top, top. Du coup, maintenant, si y a des gens qui sont intéressés et qui désirent vous contacter, comment on peut faire ça? Le plus simple, c'est un WhatsApp. Ouais, tu peux nous donner le WhatsApp, on le remettra en description également. 09 plus 84. 9, ah oui, plus 84 9 69 88 50 50. Ok. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec pour le dire en français. Je le connais en vietnamien. D'accord. On a aussi le site internet. Vous avez exactement, Senteurs du Vietnam, voilà, où on est disponible. On a la page Facebook aussi, on répond souvent les cadeaux. Okay. Nous, le principe, c'est pour organiser un voyage, on prend le temps de s'appeler. D'accord. Le voyage, c'est du partage. D'accord. C'est pas juste je veux faire ça, ça, ça. Parce que il y a des envies particulières, il y a toujours des petites choses comme ça. Donc nous, on fait toujours un appel téléphonique. Et puis on se rencontre toujours ici. Comme tu vois, comme on a pris le temps aujourd'hui, on va prendre le temps de se rencontrer souvent autour d'un dîner, histoire de partager. C'est vraiment top. Parce que c'est ce qui est agréable. Ok. Donc on met tout ça en description. Je mets tout ça en description pour ceux qui sont intéressés. Aussi bien le WhatsApp que le site internet et que la page Facebook. Comme ça, si vous désirez planifier un voyage au Vietnam ou ne serait-ce quelconque activité, n'hésitez pas à passer par Senteurs du Vietnam. Donc maintenant, on va parler un sujet un peu plus différent. Là, tu vois, tu te rappelais plus du, comment dire en français. Exactement. Le numéro. Ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré en France? La dernière fois, c'était pour le mariage de ma sœur, il y a 6 ans. D'accord. Je suis rentré 2 fois en France. Ok. Ça fait 13 ans que je suis parti en Asie. D'accord. Donc 12 ans que je suis au Vietnam, j'avais plus un an au Cambodge. Et je suis rentré 2 fois en France en 6 ans. En 13 ans. D'accord. Est-ce que tu as des choses qui te manquent à part, bien évidemment, la famille, ça c'est évident, mais est-ce qu'il y aurait des choses qui te manqueraient? Pas spécialement, non. Pas spécialement? On trouve de tout au Vietnam déjà. Ouais. On trouve de tous les produits. Donc c'est vrai que non, rien ne me manque. Okay. Au niveau nourriture ou quoi que ce soit, pas spécialement. Les amis de temps en temps, voilà. Ouais, mais après, les amis, la famille. Ouais, ça, mais après, ça fait partie de la vie quand on choisit de vivre loin. Il faut toujours faire des concessions. Voilà, exactement. Ouais. Et même la famille, mes parents viennent régulièrement ici. Ouais. On a des relations qui sont, je pense, parfois plus intenses que certaines familles qui finalement vivent à 100 km de distance. C'est vrai, en fait, tu profites plus. Moi, je trouve qu'on profite plus des choses quand tu les as moins. Exactement. Par exemple, tu vas avoir du fromage tous les jours.
Tu vas pas le savourer quand maintenant tu vas manger un morceau de Exactement. fromage. C'est pareil avec les relations humaines, avec tes parents, quand tu les vois une fois par an, Bah, tu t'en tu vas profites plus vachement que tu vas une fois par profiter, semaine. c'est plus profond Voilà. que si tu vois ta mère tous les jours. Exactement. Donc non, c'est dans un sens. C'est des ouais, relations différentes. Ouais, c'est différent. C'est différent. Et donc en parlant de différence, quelles sont les différences que tu pourrais trouver aussi bien en bien et en mal, en bon ou en moins bon, entre la France, entre ta vie en France, mais bon, c'est assez compliqué, parce que bon, tu n'as jamais travaillé vraiment en France, tu n'as pas vraiment une grosse vie professionnelle, mais de ta vie avant en France et ta vie maintenant au Vietnam, quelles seraient les différences majeures que tu pourrais... Et ça, c'est une question piège parce que de toute façon, ma vie en France d'avant, c'était une vie d'étudiant. Ah oui, oui, c'est pour ça. Donc c'est j'ai pour ça pas de vie en France. Ouais. Avant, j'ai fait mes études, j'ai voyagé en France. Mais ma vie, elle a été ici, en fait, elle a été en Asie depuis le début. Finalement, ma vie professionnelle, ma vie d'adulte, Ouais. j'ai fait ma vie d'enfant, d'adolescent à Lyon. Mhm. J'ai fait ma vie d'étudiant en bougeant un peu à travers la France. Ouais. Et ma vie d'adulte, je la connais qu'ici. Ouais. Ouais. Donc ta question, j'aurais pas de réponse. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Alors disons, on va formuler les choses différemment. Donc tu disais qu'en France, justement, tu avais peut-être des difficultés avec le schéma typique occidental. Et est-ce que justement, tu as trouvé... Qu'est-ce qui fait que tu as trouvé justement ton cœur s'est posé au Vietnam? Alors, Comparé alors, au lieu de rester en France. rester en France. Finalement, pour moi, en France, c'était quand même beaucoup dans un schéma. Mhm. Enfin, je sais pas pour l'heure actuelle, donc je vais pas dire. On était avant, quand j'étais jeune, beaucoup dans un schéma où tu fais tes études, Mhm. tu vas au collège, au lycée, ensuite tu fais des études supérieures, tu commences à travailler. Mhm. Et ensuite, tu travailles. Pourquoi? Dans quel but? Dans le but d'économiser pour ta retraite. Toujours avec une vision vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Pour moi, la vie, ça se résume pas à ça. Et j'avais, Avec une vision d'un potentiellement futur lointain. voilà, futur trop lointain. Ouais, trop lointain. Pour moi, tu m'as dit la semaine dernière, tiens, on se fait une interview. Bah voilà, on se fait une interview, c'est tout. J'ai pas besoin de planifier à 3 mois à l'avance. Enfin, ça, c'est de l'humainement parlant, mais je veux dire, c'est que la semaine dernière, je t'avais dit, j'étais à Da Nang. J'ai décidé 3 jours avant, tiens, on va aller 2 jours avant, j'ai dit, tiens, on va à Da Nang ce week-end avec ma femme. Ouais. On n'a pas attendu on n'a pas eu besoin de planifier à l'avance. On a pu faire. L'avantage avec l'agence de voyage, c'est que, comme je travaille avec mon frère, on est un peu plus flexible au niveau des jours de travail, mais sinon, j'aurais quand même pu partir pour le week-end. Donc, c'est ça, c'est qu'en fait, on n'attend pas le week-end ou un jour particulier pour faire quelque chose. Si on a du temps libre aujourd'hui, on va pouvoir aller faire du temps libre. Même un Vietnamien qui va travailler dans une office, qui va faire du 8h, 17h tous les jours, du lundi au vendredi, s'il a un ami qui passe en ville, il n'hésitera pas à aller dire à son boss, hé chef, est-ce que ça pose problème si je pars de 3 heures? Je vais boire un café avec un ami qui vient de Hanoï. Ouais. Et ça pourra se faire, en fait. Ouais, non, c'est ça que c'est. C'est ça, en fait. Il y a plus de spontanéité, sur le jour même. flexibilité. Voilà. Après, dans l'autre sens, parfois cette spontanéité, cette flexibilité fait qu'il y a un manque de prévoyance. Mhm. Moi, avec ma culture française, j'ai pu trouver un juste milieu. D'accord. Justement, entre prévoir ce qu'on va faire, prévoir l'avenir Mhm. et profiter du moment présent. Mhm. Donc tout à l'heure, tu me disais que donc, tu es marié à une femme vietnamienne. De Hue, s'il te plaît. De Hue, une femme C'est différent. Une femme de Hue. Et donc tu as un enfant. 2 enfants, enfants j'ai avec une elle. fille de 4 ans D'accord. et un fils de 18 mois. Ça allait vite, hein. Ah. T'as pas chômé. Non, pour moi, au Vietnam, souvent les familles cherchent à avoir des enfants un peu plus distancés. Mhm. Bon, c'est vrai que j'ai grandi avec mon frère et soeur, on a 5 ans d'écart au total. Ouais. Et les relations entre frères et sœurs sont beaucoup plus proches quand tu es rapproché. Ouais. Donc moi, c'était soit on avait un enfant, mais voilà, Mhm. un enfant, mais si pour avoir plusieurs enfants, je préférais qu'ils soient rapprochés. D'accord. Donc là, tu parlais justement que tu essayais de trouver une balance des cultures. Ouais. Comment ça s'est passé justement avec ta femme au début, notamment? Est-ce que tu as rencontré des difficultés justement culturelles? L'avantage, c'est que ça faisait quand même quelques années que tu étais au Vietnam, donc tu connaissais, mais... Je parle vietnamien. Ouais. Au niveau culturel avec ma femme, pas spécialement, parce qu'elle travaillait à l'époque dans un bar qui accueillait beaucoup d'étrangers. D'accord. Donc elle a toujours une ouverture d'esprit qui était quand même plus ouverte sur les étrangers. Ouais, Voilà. Mhm. Un peu plus de difficultés avec ma belle famille, Ah, d'accord. qui était plus traditionnelle. Ouais. J'ai dû y aller un peu plus franco parfois pour expliquer les différences de culture et que voilà, c'était comme ça que ça se passait.
Donc, quel aurait été, tu peux nous donner des exemples à peu près de difficultés qui auraient pu être culturelles avec ta belle famille, par exemple? Bah, c'est par exemple, en France, on a le respect de nos parents. Ouais. Mais le respect en France, c'est dans les deux sens. Un enfant respecte ses parents jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. À 18 ans, il va respecter ses parents, mais il a aussi uniquement s'il a le respect en retour. Tu vas pas, c'est pas dans un sens. Au Vietnam, il y a une notion de dire, le pouvoir des parents. pas que des parents, de la personne âgée. Tu es plus vieux que moi, je te respecte. Et même si tu me respectes pas, je te dois le respect. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui bloquait, parce que pour moi, c'est un échange mutuel. C'est pas une question d'âge uniquement. C'est une question de philosophie de vie, d'attitude avec les gens en fait. Donc des petites choses comme ça après. Ok. Et donc, peut-être un truc un peu lié, donc pas vraiment de difficulté culturelle alors avec ta femme. Non, avec ma femme non. S'il n'y a pas de, tout s'est bien passé depuis le début, il n'y a pas eu de aucun souci. Ouais, de petites prises de tête. On a tous plus ou moins. Non, mais dans tous les couples, au côté culturel, dans tous les couples, oui, tu peux avoir des prises de tête. Oui, liées au côté culturel. Quoi. Après, ma femme parle anglais, je parle vietnamien, elle parle un peu français. Donc on a une communication qui est quand même facile. Et j'estime que le premier pilier d'une relation, quel que soit le pays, la culture, et même si c'est des différences de nationalité, si tu ne sais pas communiquer, même si tu parles la même langue, ça ne changera rien. Tu auras des problèmes et tu ne pourras pas t'en sortir. C'est clair. C'est clair. Ok. Bon, donc tout se passe plutôt bien avec ta femme et tes enfants. Pour l'instant, on est bien. Tes gosses, tu prévois de les mettre à une école internationale ou à Pour l'instant, ils vont tous les deux à l'équivalent de la maternelle dans une école publique. Ok, génial. Non, j'ai pas prévu d'école internationale. Après, ils iront apprendre des cours d'anglais et de français plus tard. D'accord. Pour l'instant, ma fille qui a 4 ans, elle parle anglais, français et vietnamien. Waouh. Mon fils, il parle pas. Oui, mais non, mais elle comprend les 3 langues. Mais pour l'instant, on lui a proposé, on avait fait une tentative de la mettre dans l'école anglaise, mais ça lui a plu pendant un temps, mais après elle ne voulait pas, donc on ne pousse pas. Et après, non, le système d'école classique pour l'instant, il y a des bonnes écoles au Vietnam. Après, je prendrai le temps également, avec ma femme, de l'aider à apprendre les langues et tout ça. Après, là, c'est encore tôt. Je veux dire, si tu es maternelle primaire, que tu es en privé ou en public, pour moi, c'est pas si non, c'est juste des bases. Donc. Non, et puis les écoles publiques sont très bonnes. Elles sont très bonnes au Vietnam, j'ai entendu ça, que justement, c'était des bonnes écoles. C'est ça. Ok, donc ça c'est top, c'est top. Tout se passe bien. Non, il reste à Hue. Après, les études, ça sera peut-être ultérieurement, s'ils veulent aller étudier à l'étranger, on verra à ce moment-là. Il y a le temps de voir venir. Ouais. Est-ce que du coup, tu peux nous dire, bon, culturellement ça se passe, bon, tu as quand même maintenant une certaine expérience au Vietnam, 12 ans, hein 12 ans, ouais. Donc tu as quand même une expérience, donc forcément tu as largement eu le temps de t'adapter. Si tu ne serais pas adapté, mais tu serais peut-être plus là. Je serais reparti. Voilà, tu serais reparti. Mais aucun pays n'est parfait. Ouais. Quelles sont les choses que tu aimes au Vietnam et celles que tu aimes moins ou que tu n'aimes pas? Aucun pays n'est parfait, donc forcément... Le temps de la réflexion. J'aime au Vietnam, c'est la qualité de vie. D'accord. On a une vie qui est payée. Après, pareil, je vais parler pour mon exemple. C'est vrai qu'on est auto-entrepreneur, on travaille à notre compte. Donc on a quand même une flexibilité et des choses comme ça pour travailler. On a une vie qui est agréable, il est facile de sortir, d'aller manger au restaurant, d'aller se balader. C'est facile de se déplacer. C'est facile de se lancer dans des activités quand on a envie. Tu peux facilement, si tu es travailleur, que tu es bosseur, que tu veux faire quelque chose, tu peux facilement y aller. Tu n'as pas tout le poids qu'on a en France des charges sociales, de la paperasse administrative. Tu en as. Mais c'est pas la même chose. On te laisse. On est plus sur un modèle américain avec le rêve américain où tu veux, donc tu pourras. En fait, c'est ça. Tu as plus d'ouverture là-bas. Après, par rapport au Vietnam, pour te dire, j'ai pas tant de points négatifs que ça parce que depuis que je suis arrivé, donc 12 ans, j'ai vu une évolution considérable dans le bon sens. Top. Au niveau des infrastructures, au niveau de l'administratif, au niveau de la qualité de vie. On a l'eau potable, on a tout ce qu'il faut ici, au niveau de la qualité des soins. Mon seul problème, on va dire, sur le Vietnam, c'est plus une question de circulation. D'accord. C'est que c'est les voitures et c'est le bruit environnant.
pour ça que La d'ailleurs, pollution sonore. voilà, le bruit environnant entre les karaokés, la vision vietnamienne, je suis heureux, je fais du bruit et je le montre. Ouais. Pour moi, je suis heureux, je me mets ma musique tranquillement dans mon jardin et j'ai pas besoin que les voisins le sachent. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le point avec le trafic et la circulation. Mhm. Après, c'est compliqué parce que il n'y a pas tant de points négatifs que ça. Je dirais pas des points négatifs sur la France ou quoi que ce soit parce que j'y suis plus depuis longtemps. Oui, oui. Donc j'ai une vision qui est biaisée. Ouais. Mais voilà, après, moi, je dirais pas que le pays est parfait, il y a forcément il y a toujours des petits problèmes de partout. Mais honnêtement, c'est le cadet de mes soucis, donc je pourrais pas t'en parler. Ça t'impacte pas ton quotidien dans tous les cas. Non, ça m'impacte pas. Et puis, si tu te focalises sur ce qui va pas, oui, bah, tu verras que les choses qui ne vont pas. tu verras que ça. Donc moi, pour moi, ma philosophie de vie, c'est je prends ce qui me va, et ce qui me va pas, bah, je l'ignore, c'est tout. Enfin, c'est pas que je l'ignore, c'est que j'en ai pas besoin. Ouais. Je le laisse de côté. Est-ce que du coup, tu trouves que tu te sens plus libre ici au Vietnam qu'en France? Je me sens libre ici. Je te dirai pas plus ou moins parce que j'en sais rien. D'accord. Mais j'apprécie ma vie ici complètement, pleinement. Ouais. Est-ce que je peux dire que c'est peut-être un peu grand de dire ça, mais un peu de l'insouciance, genre tu te sens plus insouciant, genre t'as moins le climat, comment dire, social et tout ça est moins pesant ou Alors, de ce que j'entends, je vais partir peut-être dans un sujet qui va prêter à polémique, de ce qu'on entend nous en tant que résidents au Vietnam, des informations qui sont diffusées dans les réseaux, dans les médias français, c'est pas forcément brillant. Entre ce qu'on parle quand on parle de la police, quand on parle du climat social, des choses comme ça. Pour le Vietnam, c'est vrai que il y a un respect des lois, il y a une sécurité qui est de partout. Dans le cadre de l'agence, on rencontre des gens de tous les milieux, de tous les endroits. J'ai rencontré des policiers, j'ai rencontré des forces de l'ordre, j'ai rencontré des gens qui étaient par exemple dans les manifestations contre les policiers, des choses comme ça. On a des points de vue différents. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un sens, tu as quand même un respect des forces de l'ordre et un respect de la loi au Vietnam. Quand on entend que des gens vont en France, que tu peux te promener avec un couteau, que la police ne va pas t'arrêter. Ils vont rien dire. Ici, au Vietnam, tu prends un couteau, bah, tu risques pas d'aller te faire prendre un coup de couteau dans la rue. C'est impossible, honnêtement. En France, dans certaines villes, je sais que les gens sont plus ou moins sereins d'aller se promener le soir. J'ai entendu parler, moi, j'ai un ami qui vit à Nantes. Quand j'étais à Nantes, c'était une ville extrêmement plaisante pour y aller. Les dernières choses que j'ai entendues sur la ville de Nantes, c'est que tu évitais de te promener seul le soir, dans le centre-ville. Parce que tu avais des risques d'agression. Et pour moi, si tu as des risques d'agression, c'est que tu as un problème, on va dire, d'autorité qui n'est pas assez forte pour être imposée. J'ai un exemple tout bête. Récemment, au Vietnam, dans mon quartier, j'ai attrapé un voleur de poules. Un voleur de poules. Il est passé dans le quartier, j'habite un peu dans la campagne, il volait des poules vivantes. On l'a attrapé. La police est venue. Ils m'ont demandé d'aller porter plainte à la police locale. Je suis allé porter plainte à la police locale. La même journée, ils sont passés devant chez moi, ils m'ont dit « Est-ce que c'est celui-ci, il avait attrapé quelqu'un ?» Non. 2 jours après, tu as quelqu'un de la police de la ville qui est venu voir pour prendre ma plainte. Je l'ai fait uniquement parce que mon quartier m'avait demandé de le faire. Ils ont attrapé la personne. Au Vietnam, tu voles l'équivalent de 80 €. C'est 6 mois à 2 ans de prison ferme. Et c'est appliqué. C'est la loi, elle est marquée comme ça. Des gens vont dire c'est trop dur ou quoi que ce soit. Je ne dirais pas que c'est trop dur ou pas, mais je veux dire, la loi est marquée comme ça, elle est appliquée. En France, tu sais à quoi t'attendre, voilà. En France, je suis de Lyon. Quand j'étais étudiant à 18 ans, j'étais à Gorge-de-Loup, qui est une station de métro pour aller dans le centre-ville. Quelqu'un un soir me demande mon téléphone pour passer un coup de fil. Moi, innocemment, je lui donne mon téléphone. Pas de problème, je lui donne mon téléphone. C'était il y a 18 ans. Il commence à courir après. Moi, je lui cours après. En partant avec mon téléphone, moi, je lui cours après. Finalement, après, je ne retrouve pas mon téléphone, mais par contre, on va porter plainte à la police. 2 jours après, la police m'appelle pour faire, tu sais, quand tu te mets les gens derrière, là, pour faire une identification. Et ils me disent, ah oui, il est connu des services de police. Je l'identifie, ils me font, ah oui, il est connu des services de police, c'est un récidiviste ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'était majeur ou pas, mais c'était un récidiviste. Donc je l'identifie, voilà.
2 jours après, je le retrouve sur la place Bellecour. Tu connais Lyon ou pas? Non. Place Bellecour, c'est la plus grande place de Lyon. Ouais. Je vois cette personne dans le métro qui me fait. Je veux dire, il m'a volé, c'était un récidiviste, et 2 jours après, moi je le retrouve. Moi j'étais allé l'identifier parce que la police m'avait demandé de l'identifier, et je le retrouve dans la rue comme ça. Dans un sens, tu te dis que pourquoi? Donc tu as forcément un climat d'insécurité qui s'est créé en France, qui au Vietnam, honnêtement, tu peux te promener à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tu l'as vécu toi-même, tu en as fait l'expérience. Tu es serein. C'est clair. C'est clair. Donc c'est vrai que par rapport à ça, au niveau vietnamien, voilà. Je dis pas que c'est les gens qui sont pas bien, parce que tu as forcément des gens mauvais et des gens bons de partout. Tous les gens ne sont pas bons, tous les gens ne sont pas mauvais. Oui, Et après, c'est la façon dont c'est dit, traité. il y a des cons partout, mais il y a des bons aussi partout. Voilà. Ouais. Donc tu vois l'extrême. Entre un voleur de clair, poulet 80 c'est clair. €, 6 mois de prison, un voleur de téléphone qui avait volé une ou deux fois, Récidiviste, ouais, un voleur de téléphone récidiviste qui au bout de 48 heures finalement te menace dans la rue. c'est incroyable. La différence, elle Et est- à 18 ans d'écart. Ouais. C'est Mais incroyable. voilà, mais après j'ai pas allé blâmer la France ou quoi que ce soit. J'ai pas. Moi voilà, comme je dis, j'ai choisi mon pays, j'ai pu choisir le Vietnam, c'est ce qui m'intéresse. Il y a mes amis vivent en France, ils vivent très bien, ils sont très heureux. Voilà. L'essentiel, voilà, c'est d'être heureux où tu es. Hein. Mais c'est ça, c'est de. Il n'y a aucun endroit qui est parfait dans tous les cas. Non. Donc tant que tu trouves en fait le lieu qui te plaît à toi, c'est l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as Ouais, et de se suffire de ce que tu as. voilà. Le truc, c'est peut-être aussi de pas Et de pas toujours courir après à plus. et de pas. Il y a beaucoup d'expatriés qui font cette erreur, c'est qu'ils attendent de retrouver les bons côtés qu'ils ont en France, ajoutés aux bons côtés du pays où ils arrivent, sans rien, sans mauvais côté, tu vois. Là, mais toujours Ça, c'est plus pas verte à possible. côté. Ça marche là, et il y en a qui ratent leur expatriation à cause de ça, parce qu'en fait, eh ben, ils ont trop d'attentes, ils Mais veulent non, que du bon, et puis en fait. quand je suis arrivé au Vietnam, que tu faisais des papiers, Ouais. ça prenait du temps. Mhm. Parfois, ça prenait plus de temps que prévu. Parfois, fallait insister et glisser un billet. Ouais. Mais ça a changé depuis. Mais voilà, mais il faut prendre les bons côtés des pays, il faut les apprécier. Et puis, il faut se plier aussi aux lois du système. Exactement. Je sais que tu as beaucoup de gens qui nous posent la question « Oh, mais le Vietnam est très corrompu. » Est-ce que c'est plus corrompu qu'un autre pays où tu as des avantages en nature pour certains hommes politiques ou des choses comme ça? Est-ce qu'un avantage en nature est plus corrompu que finalement que quelqu'un qui te demande un petit billet pour t'aider à faire passer ton dossier plus vite? Je veux dire, c'est juste une question de point de vue. Après, au Vietnam, quand moi j'étais arrivé, c'était à tous les niveaux. C'était ouvert. Voilà, en Europe, on sait qu'il y a probablement des choses comme ça, mais c'est plus caché. C'est pas la population de tous les jours. Ouais. Ça affecte pas le citoyen de tous les jours. Puis moi, je vais te dire, hein, moi, à titre personnel, peut-être que ça va déplaire certains qui disent comme ça, mais moi, je suis bien content que quand je me fais arrêter par la police, de pouvoir lui donner un petit billet, comme ça, je lui donne à lui directement, qui pourra en profiter, et moi, je fais des économies sur l'amende. T'as Ouais. déjà été arrêté par la police? Oh pauvre. Mais plein de fois même. Après, je suis pas un exemple. Hein. Alors attention, il faut préciser, et je tiens à préciser, à chaque fois que je me suis fait arrêter par la police, c'est parce que j'étais en infraction. C'est-à-dire que moi, sur la route, je ne suis pas un exemple. Je tiens à préciser, on vous arrête pas pour rien. On ne nous arrête pas pour avoir de l'argent, non. À chaque fois et systématiquement que j'ai été arrêté, c'est parce que j'étais en infraction. T'étais pas un exemple de vertu. Ah, je suis pas un exemple. À ce niveau-là, je suis pas un exemple. Mais voilà, j'étais bien content de pouvoir donner 8 € au lieu de payer 90 balles. Exactement. Donc oui, dans un sens, la corruption, croyez-moi que là, j'étais bien content qu'il y en ait, quoi. Donc au final... Après, non, tu peux comparer ça à l'époque aux gardes champêtres. Hein, Ouais. où quand t'étais dans les campagnes, t'avais un fermier qui se faisait arrêter. Je vais t'amener une bouteille de vin. Ouais, voilà, c'est Voilà. pareil. C'est Fermier- pareil. Effectivement, j'ai fait une erreur aujourd'hui, voilà, je comprends, et puis on s'y fait. Ouais. Puis un truc vraiment, vraiment, vraiment important, c'est peut-être la chose la plus importante. Tu en as un peu mentionné pendant cette interview déjà. Quand tu pars à l'étranger, que tu t'installes à l'étranger, c'est les visas. Ouais. Comment tu t'en es sorti? Donc tu nous as dit au début, tu as été arrivé au Cambodge avec un visa Alors, sur l'ONG. exactement. Après, tu as eu... Alors, je vais te reprendre ça depuis le début. Premièrement, je suis arrivé au Cambodge, donc Ouais. je partais dans le cadre d'une organisation. Ouais. Donc c'est eux qui m'avaient offert un visa longue durée de 1 an pour rester au Cambodge. D'accord. Ensuite, je suis parti. J'avais un visa à entrée multiple. Ensuite, je suis parti en Birmanie. Birmanie, il n'y avait pas de visa à l'époque, ou alors c'était une demande de visa classique. Non, on avait fait la demande de visa en Thaïlande. Tout simplement, on passait par la Thaïlande, on faisait la demande au consulat et c'était bon. Ok. Retour en Thaïlande, pas de problème, pas de visa. On revient au Cambodge, j'avais mon visa. Le Vietnam, j'avais fait une demande de visa 3 mois.
toute D'accord. bête. À l'époque, Visa j'allais touriste, quoi. visa de touriste. Ouais. Tu vas à l'ambassade ou au consulat ou dans les agences et puis bon, t'ont fait ton visa et je suis rentré au Vietnam. D'accord. Du Vietnam, donc j'ai commencé à voyager. Et avant la fin de mes 3 mois, bah, j'étais déjà à Hue finalement et j'avais commencé déjà à prendre pied ici, à prendre racine. Et du coup, j'avais commencé à faire du volontariat. À l'époque, j'avais un diplôme d'ingénieur bac plus 5 et donc à l'époque, ça suffisait pour avoir un visa de volontaire au Vietnam. Donc l'ONG m'avait sponsorisé pour faire un visa de volontaire. Ouais. J'étais sorti et j'étais revenu, j'avais un visa pour 1 an. Donc là, pareil, aucun souci. Après, ce qui s'est passé, et après finalement, bah, on a ouvert notre compagnie avec Arnaud. Donc finalement, après, on avait un visa d'investisseur, une carte de résident. D'accord. Voilà. Et désormais, puisque c'est plus simple par rapport aux démarches, on est plus sur nos visas de mariage, qui sont plus faciles que les visas d'investisseurs et qui te donnent tout autant de droits. Donc maintenant, en fait... Mais moi, j'ai une carte de résident que je renouvelle tous les 2 ans. Que je renouvelle, non. Je dépose mon dossier et elle est renouvelée automatiquement, quasiment. Parce que je suis marié à une citoyenne vietnamienne. D'accord. Donc, Et ça m'autorise à travailler. Je peux faire n'importe quel boulot au Vietnam. donc là, avec le fait que tu sois marié à une Vietnamienne, Je peux faire ce que je veux au Vietnam. tu peux ouvrir un business, tu peux travailler... Non, je peux pas. Pour ouvrir un business, je devrais suivre la loi vietnamienne, donc obtenir la licence pour la compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est que Mais je veux dire, normalement, t'as pas pour besoin travailler. d'un visa genre d'investisseur, de trucs Non. comme ça, non. Le fait que... Non, mais par exemple, là, t'es dans un petit hôtel, il y a une réceptionniste. En tant qu'étranger, j'ai pas le droit de travailler comme réceptionniste parce que je n'apporte pas de plus Ouais. à ça. C'est pas des qualifications. Par C'est contre, quelque chose que les Vietnamiens peuvent vu faire. que je suis marié à une Vietnamienne, Tu peux le faire. si le patron accepte de m'embaucher, je peux le faire. Tu peux faire réceptionniste. Au tarif, au salaire qu'il me proposera. Voilà. D'accord. Le visa d'investisseur a changé en fait. Le visa d'investisseur, ils ont été plus stricts. Ça dépend de la somme que tu investis dans ta compagnie, qui te donne, en fonction de la somme investie, tu as une carte de résident plus ou moins longue. D'accord. Voilà. Donc c'est plus simple d'avoir les permis les visas de mariage pour nous. D'accord. Donc, tant qu'à faire, en fait, voilà. Donc tous les 2 ans, je fais ma carte de résident temporaire. Je refais mon permis de conduire de moto, parce qu'il est valable en fonction de ma carte de résident. Ah, ok. Mais j'ai un dossier à la maison, je le sors, je l'emmène, c'est fini. Hein. Et 4 jours après, j'ai mon résultat. Ah ouais. Ah Et oui. ça c'est bien aussi, c'est que ça va vite. Voilà. Non, mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que si ça n'a pas changé, c'est facile. Ouais. Et vu que je parle vietnamien, c'est moi qui fais toutes les démarches, j'ai pas besoin de ma femme. Génial. Donc ça va, ça simplifie les choses. Génial. Et le visa donc lié avec ta femme, c'est combien de temps? C'est une carte de résident de 2 ans. Après, je peux probablement avoir plus longtemps. Ouais. Mais je me suis pas renseigné. D'accord. Parce que pour Parce l'instant, que- ça marque sur roulettes, c'est facile à renouveler. Donc... Voilà, et puis c'est surtout Pourquoi qu'après, il y a forcément plus de démarches, des choses comme ça, donc c'est plus Ouais. compliqué. D'accord. D'accord. Donc niveau visa, maintenant, ça fait combien de temps que tu es sur ce visa-là? 4 ans? 5 ans? Non, Ah bah, non. ça fait depuis que je suis marié, ça fait donc 5 ans, 4 ans on va dire. Ouais. Avant j'étais sur le visa de la compagnie. D'accord. Qui te donnait donc aussi une carte de résident. Ah non, mais alors, il y a une petite histoire sur les visas. J'ai pas dit. J'ai parlé de mon expérience avec l'hôtel. Oui. Tu sais, on avait été au tribunal. Oui. Et ben à un moment donné, je devais renouveler mon visa. C'était pas renouvelé du coup alors ça? Non. J'étais sur liste noire. Parce que comme on était en procédure au tribunal, j'avais pas le droit de sortir du pays. Sauf que l'affaire avait été résolue depuis un petit bout de temps, mais ils n'avaient jamais résolu ça. Oh bah là, ça avait été la galère pour en faire le visa. Parce que du coup, j'avais pas le droit de sortir du pays, j'avais pas le droit d'avoir le visa. J'étais blacklisté comme quoi je n'avais plus de visa au Vietnam. Et j'avais interdiction de sortir du Vietnam. Moi j'ai dit c'est parfait. Encore, mais Et pour moi c'était parfait. Ouais. Je veux rester ici, donc qu'est-ce que j'avais à faire? J'étais bien. Hein. Et comment t'as réglé ça alors? Comment t'as réglé ça? Oh bah parce qu'on a travaillé avec l'immigration ici à... Ah oui, tout simplement, on allait les voir avec ma femme, on a expliqué, et puis voilà, on a dû faire des papiers. Quelques papiers, ils nous ont aidé à faire les papiers. Et puis c'était réglé, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je disais, mais bah, c'est pas grave si je suis blacklist au Vietnam, je reste au Vietnam de toute façon. Donc c'est bon, L'un dans l'autre, ouais, c'est clair. ils veulent plus me mettre dehors. C'est dingue ça. C'est dingue. Mais voilà. Ok, donc en fait, on a fait quand même une bonne panel de visas différents entre Ah les bah, visas touristes, les visas Exactement. pour les ONG, le visa lié à ton entreprise, puis ensuite le visa mariage. Quoi. Exactement. Tu les as tous fait quoi. Enfin, maintenant, c'est pas des visas, c'est une carte de résidence, un tampon, Et, voilà, qui me permet de rentrer et de sortir comme je veux. Donc une carte de résidence, tu veux dire un tampon quand tu dis un tampon c'est sur ton passeport? Non, j'ai une carte de ou- résident qui est une carte qui est séparée de mon Une petite carte passeport, d'identité, comme une carte d'identité. Et dès que je rentre, je sors, bah, il me faut un tampon dans mon passeport, comme quand tu vas en France. T'as D'accord. pas de visa, t'as un tampon. D'accord. Ok. Donc tu peux Voilà. rentrer et sortir autant que tu veux. Voilà, exactement. Ça me donne pas le droit d'aller dans les autres pays sans visa, par contre. Ça, Comme les Vietnamiens. ouais, ça, c'est Les dingue. Vietnamiens, ils ont le droit, mais nous, on n'a pas le Ouais. droit.
Pour aller au Cambodge sans visa, par exemple, ouais. À part si tu as le droit d'aller aussi au Cambodge, tu as 30 jours sans visa, je pense. Non, c'est 30 jours payants. Ouais. Ah, je sais plus, tu sais. Ouais, 30 jours payants. Mais voilà. 30 $. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça en fait des pages sur le passeport. Maintenant, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Et est-ce qu'on pourrait avoir une ordre d'idée d'un budget nécessaire pour vivre au Vietnam? Bon, toi, dans ton cas, vous êtes 4, donc tu êtes une famille de 4, 2 enfants en bas âge, et ta femme et toi. Ouais. Quel budget tu trouves qui serait nécessaire, pas pour survivre, mais pour avoir une vie normale où tu peux quand même un peu profiter, mais sans faire des trucs extrêmes non plus, quoi. Moi, je te dirais, pour notre vie de tous les jours, je parle pas des vacances ou quoi que ce soit, pour nos vies de tous les jours, on a un budget de 800 à 1000 € par mois pour tout. À 4. À 4. Sans se priver, sans rien. Quand tu dis sans se priver, c'est-à-dire que par exemple, qu'est-ce que tu peux nous donner des exemples Bah, si de comment tu vis ta vie si je vais aller au restaurant, le restaurant, si je veux emmener mes enfants au parc, dans les salles de jeu, voilà, si je veux aller me balader, si je veux aller boire un coup. Et ça, avec 1000 balles, tu arrives à... Tout inclus. Et je paye pas de loyer, j'ai ma maison. Ah oui, bon, ouais, voilà. Tu payes pas de loyer. J'ai pas de loyer. Mais après, mettons, si on devrait rajouter un loyer, à combien ça coûterait un loyer pour ça dépend, tu peux avoir des loyers à 300 €, mais après, voilà, mais ça dépend des villes. Donc on va faire un gros 1005 si on devrait payer un loyer. 1500, mais et tu vis royalement. Voilà, 1005, donc avec ton et ça, inclus, c'est avec 2 enfants qui vont à l'école. Ouais. Donc il y a des frais de scolarité, il y a tout. Ouais. Il y a l'essence, il y a tout ce que je veux dire. Est-ce que tu as une assurance santé Oui, j'ai une assurance santé aussi, je suis couvert en cas d'urgence. D'accord. J'ai une assurance locale. Je suis en assurance locale, moi ça me suffit, comme je dis, je vis au Vietnam. Tu vis au Vietnam. Oui, donc j'ai pas de raison d'aller ailleurs, les soins sont de qualité. Ouais. Donc j'ai mon assurance santé qui ne va pas me couvrir pour si j'ai un petit mal de gorge et je vais à l'hôpital pour ça, ça me couvrira pas. Ouais. Bon, de toute façon, c'est pas un truc qui coûte cher ici. Mais ce que je veux dire, c'est que si, parce que en tant qu'étranger, tu as une prime d'étranger. Ouais, bon, et ils sont en train de changer ça. Ils veulent maintenant dire que les traitements médicaux, c'est la même chose pour tout le monde. Ah ouais. Donc c'est une bonne chose, tu vois. Ouais. Parce que pour l'instant, tu payes le triple quand tu es étranger. Pour une consultation mais médicale. le truc de pas cher, c'est pas beaucoup quand même. Les Vietnamiens payent 300 à l'hôpital national, les Vietnamiens payent 300 000 dong, tu payes 900 000 dong. Ah, bah, ça va encore. Mais voilà. 30, mais ce que je veux dire, chose, si par contre j'ai en cas d'urgence, là je suis pris médical, je suis pris en charge. Okay. Et moi ça me suffit. Ok. Et donc ça c'est le côté niveau santé. Niveau retraite, est-ce que tu y penses? Est-ce que tu t'y prépares en fait? Puisque bon, tu n'as jamais cotisé du coup en France, donc tu n'auras rien qu'au final. Non, effectivement, on cotise pas. Pour l'instant, je cotise pas pour la retraite. C'est pas. J'économise. Après, c'est la retraite, c'est nous qui nous la faisons, par nous-mêmes. D'accord. Voilà, c'est à nous de mettre de côté pour de savoir gérer nos revenus mensuels pour pouvoir mettre de côté pour plus tard. D'accord. Donc comment tu fais? Est-ce que tu fais la vietnamienne, c'est d'acheter des terrains ou tu mets tout sur un compte en banque? Pour l'instant, je mets vraiment. Ouais, pour l'instant, on va dire, j'ai construit ma maison récemment, donc j'avais des prêts à rembourser, donc pour l'instant, je m'en soucie pas trop. Chaque chose dans son temps, je préfère d'abord rembourser les prêts et ensuite pouvoir cotiser. Chaque chose dans son temps. Puis tu as le terrain de la maison aussi. Voilà, bah oui, voilà, non mais on a un toit, on a tout ce qu'il faut. Ouais, déjà, c'est ça. Une fois que tu as mangé, après tu manges un peu de riz, un peu de riz, un peu de sauce soja et puis c'est bon. Hein. Un peu de riz, un peu de sauce soja. Un petit œuf par-dessus quand même. Exact. Ça dépend si tu as attrapé les voleurs de poules ou pas. Ah ouais, s'il y a le voleur de poules qui passe, les œufs, c'est mort. Hein. Exactement. C'est mort. Mais sinon, non, ben voilà, mais tu peux. Après, c'est à nous de faire le travail. Je suis encore jeune, j'ai 36 ans, j'ai encore des années de travail devant moi. On planifie de mettre de côté, là, on est en train de voir pour des assurances vie, après pour avoir justement voilà, étape par étape. Et voilà. Étape par étape. Là, bon, tu vois, je t'ai dit, j'ai des enfants de 2-4 ans, je me suis marié à 5 ans, chaque chose en son temps. Oui, voilà, c'est normal. C'est normal, il ne faut pas trop non plus... Bah, on pourrait mettre maintenant, mais ce que je me dis, c'est que de toute façon, que je mette de côté maintenant ou que je rembourse après, en tous les cas, ça revient au même. Si tu commences dans 5 ans, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Ça ne va pas changer drastiquement ta... Et puis de toute façon, sinon, quand tu seras célèbre, tu mettras sur ton héritage, et puis voilà, c'est tout. Tu me feras une donation. Voilà, je te mettrai 10%. Voilà. De tous mes revenus passifs. Et puis voilà. Non, et puis finalement, moi, tu vois, je me suis rendu compte avec la vie que t'as pas besoin de beaucoup pour être heureux. C'est vrai, c'est bien vrai. Donc finalement, moi, tu vois, pour l'instant, j'ai plaisir à regarder mes enfants grandir, à être avec eux. J'ai pas besoin d'aller voyager à droite, à gauche ou quoi que ce soit. Ils sont petits. Voilà, donc ça dépend aussi de ce que tu attends. Exactement. Donc c'est pour ça. Donc après,
Là, je te dis, je vis avec 1000 euros par 800 000 euros par mois. Mais j'aurais pas les enfants, tu peux quasiment réduire par deux. Wow. Et tu auras ou 1,5, donc forcément. Ça, tu peux, donc, t'as pas besoin du même revenu. Je sais qu'avec 1000 euros, avec 600 euros, tu peux vivre au Vietnam aussi tout seul ou en couple. En payant son logement? Sans inclure le logement, j'inclus pas le logement, voilà. D'accord. Donc 1000 balles en incluant un logement. Voilà, donc voilà, mais ce que je veux dire, même des logements, après tu as des logements qui valent 200 euros par mois. Ouais. Donc ça dépend, après ça dépend où tu vis. Recherches, ouais, aussi, ça dépend où tu vis, ça dépend comment tu vis. Exactement. Si c'est vrai que tu veux aller au restaurant, manger occidental tous les jours, vivre à l'occidental, tu ne verras pas avec ce niveau de vie-là. C'est clair. Voilà, si tu vis dans le pays comme le pays t'accueille pour vivre, on va dire, de manière donc vietnamienne plus ou moins, en se faisant plaisir, on vit bien. Ouais, de manger dans les petits restos locaux, un petit café le matin. Après, voilà, le café, le café le matin, une soupe le soir de temps en temps, un repas à la maison, un barbecue, un petit restaurant de temps en temps, une fois par semaine. Il n'y a pas de problème, on se fait plaisir. C'est top. C'est vraiment top. Du coup, on va terminer sur cette question. Si tu aurais des conseils à donner à ceux qui aimeraient s'expatrier, s'immigrer, enfin partir de France sur une vision plus ou moins long terme, quels conseils leur donnerais-tu, mais de manière générale, pas spécifiquement qu'au Vietnam, mais de manière générale? Qu'est-ce que tu entends par plus ou moins long terme? Plus ou moins long terme, j'entends déjà peut-être quelque chose comme 3, 4, 5, 6 ans déjà, minimum. Pas pour faire une mission expatriée de 2 ans max, tu vois. On part sur un truc 3, 4 ans, 5 ans, vraiment quelque chose qui prendra... Première chose, quel que soit l'âge, apprenez les rudiments de la langue. C'est quand on va dans un pays étranger, je me souviendrai toujours, quand j'étais au Cambodge, j'avais appris le cambodgien. J'ai rencontré une Américaine qui travaillait pour Peace Corp. C'est une association de volontariat qui était au Cambodge depuis 5 ans. Et qui se plaignait de dire « Ah mais je comprends pas, quand je vais au petit marchand de légumes en bas de ma rue, il me facture toujours plus cher. » Je l'ai regardé, je lui ai fait « Ça fait combien de temps que vous êtes là ?»« 5 ans. Et vous parlez pas cambodgien ?»« Non. » Donc comment voulez-vous que le Cambodgien qui est en bas de la rue, qui vous vend ses légumes, il ne vous considère pas simplement comme une étrangère qui est ici. Vous n'avez pas fait l'effort en 5 ans d'apprendre à acheter vos légumes en cambodgien. Donc voilà, à un moment donné, si tu veux pouvoir aller dans un pays et t'intégrer dans le pays, apprendre la langue, on ne sera jamais considéré comme des citoyens du pays où on va. Oui, ça c'est sûr. Mais par contre, tu peux faire l'effort pour être intégré et pas être considéré comme un étranger. Trouver un juste milieu. Donc j'ai ça. Ensuite, ne jamais oublier que de vivre dans un pays, ça n'a rien à voir avec être touriste. C'est pas parce qu'on a fait un voyage quelque part qu'on va pouvoir aller vivre quelque part. Yes, exactement. Et il y a qu'en le faisant qu'on pourra savoir si ça nous convient ou pas. Exactement. Bien prévoir ses papiers à l'avance. Moi, tu vois, quand j'étais jeune, j'étais parti, j'avais pas mon diplôme ici. Donc, au Vietnam, il me fallait une copie certifiée de mon diplôme en vietnamien, des choses comme ça. Prévoir quand même un minimum, si tu sais que tu vas aller vivre en Thaïlande, prévoir que tous tes papiers qui sont importants et fais-les traduire en thaïlandais. Au moins c'est fait, tu les as avec toi, tu as les copies, tu sais jamais, parce qu'après va courir en France, va trouver quelqu'un dans les cartons pour chercher, prépare tout ça. Mais après, non. Après ça dépend, pour toi c'est différent, par exemple, tu n'as pas d'enfant. Donc tu prends ton sac, tu t'envoles, tu pars. Exactement. Ça te plaît pas, tu pars ailleurs. Quand tu as des enfants, il faut penser à ça aussi. C'est sûr. C'est de se dire dans quel cas tu les emmènes, comment ça se passe. Donc il y a pas mal de petites choses à prendre en compte, mais après c'est pas surmontable. Donc je dirais quand même une certaine préparation et pas partir vraiment sur un coup de tête. Bah, si t'es jeune, tu peux partir sur un coup de tête. Ouais, c'est comme ce que j'ai fait. Moi, je suis parti comme ça. Je veux dire, j'avais pas de préparation. Mais tu recommandes justement de faire une petite préparation. Bah, avec le recul, tu vois, j'aurais pu avoir mes diplômes déjà préparés avec moi, des choses comme ça. C'est rien du tout finalement. J'ai pu régler ça. C'est des petits détails qui peuvent être. Mais c'est des petits détails qui peuvent aider. Ouais. Mais surtout si tu pars sur du long terme, tu vois, moi je savais que je partais pour pas revenir, j'aurais eu mes diplômes avec moi, ça aurait été plus simple que de dire allô maman, bon, j'ai besoin de mon diplôme pour pouvoir faire mes interviews, pour pouvoir présenter des choses comme ça, merci de me l'envoyer. Des choses comme ça, mais c'est pas. Ça t'empêche pas de vivre. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, de toute façon, c'est. Chaque personne à chaque fois a des conseils. Certains conseils se rejoignent, d'autres a des nouveaux conseils, donc c'est pour ça que c'est toujours bon d'avoir l'avis de chacun. Et ça peut aider justement tous ceux qui regardent cette interview et toutes les autres interviews qui sont donc sur la chaîne.
Mais pour tous ceux qui prévoient des voyages dans des pays, moi c'est le conseil que j'ai vu en tant que maintenant, qu'agence de voyage, que travailleur dans le domaine du tourisme. Je me souviens d'une chose. Avant même de partir, il y a 13 ans, ma première chose que j'ai fait, avant même d'acheter mes billets d'avion, c'était me renseigner sur les visas. Je vois tellement de gens qui vont au Vietnam, qui vont en Thaïlande, qui font leur demande de visa la dernière semaine. Moi, je peux te dire, mon visa cambodgien, quand je l'ai fait, il était fait 3 mois avant. Et le passeport. Et le passeport aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu pars dans un pays, tu sais qu'il y a des conditions d'entrée dans tous les pays. Tu achètes ton billet d'avion, tu vérifies tes conditions de visa. Tu achètes ton assurance voyage si tu veux une assurance voyage au moment où tu achètes ton billet d'avion. Et tu vérifies ton visa et tu le fais tout de suite. Au moins, tu es serein après. N'attends pas la dernière minute parce que, oui, au Vietnam, c'est 3 à 5 jours ouvrés, par exemple. Mais bon, tu as un jour férié, tu as un peu de retard, tu as une erreur sur le formulaire. Et des 3 à 5 jours, ça se transforme en 10 jours. Sauf que ton avion, il était à 5 jours avant. Et là, tu arrives à l'aéroport et on te dit, bonjour, monsieur Posse, vous avez votre visa pour le Vietnam? Vous avez votre billet de retour? Oui. Non? Bah, désolé, vous n'embarquez pas. Bonne journée, au revoir, monsieur Posse. Tout ça parce que finalement, dans ta préparation, tu t'es dit, ah bah c'est facile d'y aller. Alors qu'il faut bien se rappeler, dans tous les pays où tu vas, on a toujours des visas. Exact. Il y a toujours des droits d'entrée, des droits de sortie, donc il faut mieux se renseigner avant. Même s'il y a des exemptions de visa, voilà, regardez bien votre passeport. Il y a des pays où il faut qu'il y ait encore une période de validité de 6 mois. La loi internationale dit 6 mois de validité pour aller dans un pays. Voilà, 6 mois après la date de sortie du pays, c'est ça? À partir de la date de sortie du pays. Et ça, c'est pas la loi des pays, c'est la loi internationale. Après, tu as des pays qui adaptent. Donc, si tu as un visa, ils disent parfois que tu peux venir même si tu n'as pas les 6 mois. Mais après, c'est au bon vouloir des compagnies. Et le problème, c'est que les compagnies peuvent appliquer le droit international ou le droit du pays ou inversement. Donc, tu as intérêt à être sûr. Voilà, le mieux, c'est d'avoir un passeport. J'ai un ami comme ça qui s'est retrouvé à l'aéroport avec un passeport de moins de 6 mois. Et boum, ils n'ont pas laissé embarquer. Non, il lui a dit bonjour monsieur, bonne journée, à bientôt. Waouh. Donc quand tu as acheté un billet d'avion, tu fais quoi? Tu te sens malade. Et encore, acheter le billet d'avion et après, si t'imagines si tu avais réservé tout un voyage complet derrière. Nous, on vérifie toujours pour nos voyageurs de savoir, attendez, votre visa, votre passeport, il est valable jusqu'à quand? C'est tout bon? Allez, on est parti. Ouais, c'est vrai, il faut faire attention à ça. En tout cas, merci Gauthier c'est un plaisir, pour ton partage d'expérience. C'est bien ce que tu as fait d'être parti si tôt, si jeune. C'est vraiment génial d'avoir eu le courage de partir à 24 ans, quoi. 24 ans, exactement. C'est 23 ans et 11 mois. C'est bien, c'est là quand tu es là, tu es encore tout fougueux et tout ça. Tu n'as pas peur du risque et tout ça. Franchement, c'est top. Ça fait une belle expérience. Moi, j'ai été content, honnêtement. J'ai aucun regret. J'imagine. Et là on va de l'avant. Voilà. Peut que aller de l'avant. Exactement. C'est top, c'est top. Bravo. Et merci de nous partager ton expérience dans cette interview. J'espère que ça va inspirer plus d'un. Ça va peut-être en motiver à certains à passer le cap. Beaucoup de personnes, je sais, qui se posent des questions, qui hésitent. C'est bien de se poser des questions, mais sachez que le temps passe très vite. Donc, sachez que quand quelque chose, même si ça ne se passe pas bien, ce sera quand même une bonne expérience parce que vous allez en retirer une leçon. Donc, si vous avez des projets d'immigration ou d'expatriation à l'étranger, faites-le. Ne vivez pas avec des regrets. Voilà. Donc, merci encore une fois, Gauthier. Vraiment un plaisir. Au plaisir de vous rencontrer à Hue pour ceux qui nous regardent aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Pour rappel, tous les coordonnées de Senteur du Vietnam, l'agence de Gauthier et Arnaud. J'ai le numéro en tête. 09 69 88 50 50. Est-ce que pendant toute l'interview, tu as essayé de le répéter? Non, j'en ai pensé maintenant. Ah, bravo. Tu vois? Et il est sorti d'un coup comme ça. Il est sorti d'un coup, en français. Exactement. En français. Ce qui n'est pas évident parfois. C'est vrai, même moi, des fois, je perds mes mots, c'est un truc de fou. Moi, c'est un méga mix dans ma tête. Moi, je parle anglais, français, vietnamien, tous les jours. Parfois les 3 dans la même phrase. Génial. Génial ça. Enfin bon, ceci dit, c'est la fin de cette interview, la fin de cette vidéo. Mais les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne. Le petit bouton par là sur YouTube. Le petit bouton, oui. Non, là, celui qui est là à droite. C'était celui-là? Non, il est à droite, non? Il est ici? Non, il est là. Ah, il est en haut? C'est moi qui décide où je le mets. Ah, je croyais qu'il était en bas.
Ah pardon, donc le petit bouton là-bas en haut, Là. on clique. Il a osé me couper au moment le plus important. On recommence, Qui est tu recommences et c'est pas grave, tu couperas au Non, montage. non, non, on coupe pas, on laisse. Moi, j'aime laisser brut pour finir sur le mot de la fin qui est la bisette. Mouah, tu dois faire la bisette. Waouh, Tu dois dire le mot la bisette. la bisette à tout le monde. Ça, faut pas couper, on s'en fout. C'est rigolo. Je sais. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt!